Le royaume de Libéris. Ce pays est le foyer de nombreux chevaliers et aventuriers célèbres qui ont fait l'objet d'étranges rumeurs. Des héros qui ont inscrit leur nom dans l'histoire auraient été formés par un certain homme. On l'appelait le saint de l'épée d'une petite campagne. Une voiture de luxe roule tranquillement sur une route de campagne. Se tournant vers sa maîtresse, le chauffeur de taxi l'informe de leur arrivée prochaine. En le remerciant, la jeune fille aux cheveux blancs regarde par la fenêtre et se laisse aller à la nostalgie. Pendant ce temps, quelque part dans un dojo rural, ouvrant la porte, le vieil homme entre et regarde tristement son fils. Il demande à Beryl s'il est si nécessaire de s'entraîner le matin, même un jour de congé. En fait, il ferait bien d'envisager d'être un bon fils pour une fois et de donner un petit-fils à son père. Après avoir écouté les grognements du vieil homme, Beryl lui rappela qu'après avoir repris le dojo, il avait encore plus de disciples. N'était-il pas déjà devenu un bon fils? Mais cela ne suffisait pas à père. Puisque Beryl était si occupé à enseigner, pourquoi ne cherchait-il pas une femme parmi ses élèves? Mais il n'était pas sûr que quelqu'un veuille être lié à un épéiste du milieu de nulle part. Le dojo n'était pas un endroit pour flirter, de toute façon. Tous les épéistes de ce pays aspirent à devenir des chevaliers ou des aventuriers. Beryl s'entraîne à l'épée depuis son enfance. Il a le même objectif que tous les autres. Il rêvait qu'un jour il irait à la ville et sauverait de nombreuses personnes avec son épée. Finalement, il est devenu professeur d'autodéfense quelque part au milieu de nulle part. Ce n'est pas grave. C'est une vocation qui convient à un homme comme lui. Trouver l'âme sœur parmi les disciples? Aussi drôle que cela puisse paraître. Si vous y réfléchissez bien, il y a une fille qui a promis d'épouser le sensei quand elle serait grande. Alors que l'homme était en train de réfléchir, une jeune fille aux cheveux blancs entra soudain dans le dojo. S'excusant pour le dérangement, elle salue Sensei. En voyant l'invité inattendu sur le pas de la porte, Beryl reconnut immédiatement qu'il s'agissait de son ancienne disciple, Arliusia. Cela fait longtemps et elle a beaucoup changé. Mais Sensei lui-même n'avait pas changé depuis, comme le remarqua son élève lorsqu'ils s'assirent à la table. En voyant l'évolution d'Arliusia, l'entraîneur a eu du mal à retenir ses larmes de fierté. Chef des chevaliers de Libéris, Arlucia Citrus est une légende vivante à la tête des troupes d'élite du royaume. Elle était autrefois l'apprentie de Beryl. Elle était incroyablement douée à l'époque et avait appris le style de maniement du sabre de son sensei en l'observant et en l'imitant. Et après 4 ans, Beryl n'a plus rien à lui apprendre. Lorsqu'elle a quitté le dojo, il lui a donné le sabre en guise de cadeau d'adieu. Remarquant qu'elle portait toujours son épée sur elle, Beryl se demanda pourquoi elle n'avait pas acheté quelque chose de mieux en ville. Cependant, Arlusia pense que cette lame est parfaite pour elle. D'ailleurs, puisqu'elle est venue ici, elle doit avoir des affaires à régler avec son sensei. Voici comment cela se passe. Arlucia révèle qu'elle est à la fois la chef des chevaliers et l'instructrice d'escrime du groupe. L'instructeur est chargé de former les chevaliers et de diriger le nom. Être l'instructeur des chevaliers de Libéris, c'est comme être le meilleur épéiste du royaume. Pour Beryl, qu'un apprenti devienne un chevalier instructeur, c'est quelque chose. Il est si fier. Mais Arlucia n'est pas venue ici pour vous dire cela. Ce qu'elle voulait vraiment dire à Sensei, c'est qu'elle l'avait recommandé comme instructeur spécial. Sa candidature a été soutenue presque immédiatement. En d'autres termes, l'ordre des chevaliers Libéris veut que Beryl soit leur entraîneur. En entendant ces mots, Beryl tomba dans la stupeur. L'instructeur royal des chevaliers Libéris est le meilleur épéiste du royaume. Alors pourquoi lui offrir un tel poste? Arlusia avertit à son tour Sensei qu'une calèche les attend à l'extérieur. Beryl doit maintenant se rendre à la capitale pour modifier le programme d'entraînement des chevaliers. Aucun refus n'est accepté, car Arlusia agit en vertu d'un décret impérial. D'ailleurs, elle avait fait exprès de venir voir Sensei pendant son jour de congé pour qu'il n'ait pas d'excuse pour ne pas aller en ville. Peu de temps après, Valtrin, capitale du royaume de Libéris, la garnison officielle des chevaliers de Libéris. Présentation de Beryl Gardeniant à ses apprentis. Arlusia leur annonce qu'il va désormais travailler avec les chevaliers de Libéris et devenir leur instructeur spécial. En même temps, Beryl lui-même n'en croyait pas ses yeux. Plus d'une centaine de personnes se tenaient devant lui. En les regardant, il s'est rendu compte que tout le monde ici était assez expérimenté. De plus, Beryl Gardeniant est beaucoup plus fort que moi, alors entraînez-vous bien avec lui, ajouta Arlusia, choquant son sensei. Se tournant vers le professeur, la jeune fille lui demande de dire quelques mots. L'homme ne s'attendait pas à un tel comportement de la part de son élève préféré. Pourquoi dirait-elle une chose pareille? Ce n'est qu'un homme d'âge moyen. Que pourrait-il dire à cette foule de chevaliers expérimentés? Il est déjà assis dans la voiture avec son disciple. Beryl lui demande s'il lui suffit de se rendre en ville quelques fois par mois. La jeune fille le confirme, expliquant que son maître ayant encore beaucoup d'apprentis, il suffirait aux chevaliers du royaume qu'il leur rende visite de temps en temps. Quoi qu'il en soit, Beryl n'était toujours pas sûr que ses chevaliers aient besoin de ses conseils. Après s'être arrêté au marché,
Sensei et son élève sont allés chercher des souvenirs pour le père de Beryl. Au cours de leur promenade, le maître a remarqué qu'ils attiraient indûment l'attention. Mais c'était prévisible. Le chef des chevaliers, en compagnie d'un homme d'âge mûr, ne pouvait qu'éveiller la curiosité. Se rendant compte de ce à quoi cela ressemblait de l'extérieur, Arliusia ne put contenir un sourire, heureuse d'avoir un rendez-vous avec Sensei. Qui aurait cru que le chef des chevaliers royaux ferait du shopping avec un homme? Une voix inconnue se fit entendre, attirant l'attention des deux hommes. Regardant Arliusia avec un sourire en coin, la guerrière remarqua qu'elle était devenue toute molle. Jetant un regard suspicieux à Sundera, la jeune fille aux cheveux blancs lui demanda ce dont elle avait besoin. Réalisant que les deux se connaissaient, Beryl examina l'étrangère et remarqua la plaque de la guilde noire des aventuriers sur sa poitrine. Cela signifie qu'elle est une aventurière solide. Dès qu'il s'en rendit compte, Sandera l'attrapa par les épaules et demanda à Beryl Sensei ce qu'il faisait ici. Il n'y a pas d'erreur possible. Cette femme est son ancienne élève, Surena. Ravie que son professeur se souvienne d'elle-même après 20 ans, l'aventurière aux cheveux roux serra encore plus fort les épaules de son maître. Il y a 20 ans, Beryl a emmené l'orpheline Surena au dojo. Il l'a dressée pendant environ 3 ans, après quoi une famille l'a adoptée. Tandis que Beryl haletait devant la poigne de fer de son disciple, Arliusia hurle à Sandera de lâcher le professeur, expliquant qu'il est très occupé en ce moment. La relation entre les deux filles n'était apparemment pas très amicale. Sandera proposa de lui montrer la ville et la guilde des aventuriers à la première occasion, mais Arliusia arrêta ses intentions, expliquant que le professeur marchait avec elle. Et de toute façon, il allait bientôt rentrer chez lui. Alors qu'ils discutent entre eux, ce spectacle commence à attirer l'attention des gens alentour. Ce jour-là, personne n'a jamais pu savoir qui était cet homme d'âge mûr qui marchait avec les filles les plus célèbres du royaume. Lorsque les visiteurs sont entrés dans le magasin, le forgeron a salué Citrus-sama et Sonder-sama. Saluant également le vendeur, Arliusia lui explique qu'elle est venue ici pour faire visiter l'établissement à son professeur. Tandis qu'ils discutent entre eux, Beryl regarde ses élèves avec fierté. Partout où elles allaient, les gens leur témoignaient du respect. Elles étaient vraiment devenues des femmes fortes. Puis, après avoir parcouru l'assortiment du magasin, l'homme a remarqué qu'il y avait de très bonnes épées. Sensei prit l'un des spécimens dans ses mains, et le forgeron qui le vit lui proposa d'essayer la lame en pratique. Quelques minutes plus tard, Beryl se tenait déjà devant le simulateur, l'épée à la main. Ces deux élèves féminines étaient déjà impatientes de voir leur professeur manier à nouveau l'épée de façon magistrale. Même avec une lame bien aiguisée, vous devrez faire un effort pour couper l'épine dorsale du poisson. Inventé en Orient, le makiwara est un dispositif d'entraînement au coup qui imite la densité du corps humain. Toutes les lames ne peuvent pas le couper, et le plus souvent, elles se contentent de plier. La journée d'aujourd'hui a été plutôt fatigante pour Beryl. Cependant, l'épée qu'il tient dans ses mains est plutôt bonne. Ainsi, pour obtenir les résultats souhaités, un homme doit se concentrer. Debout, en position de combat, Beryl brandit sa lame. D'un seul coup, il coupe Makiwara en deux. Les deux filles ne s'attendaient pas à un autre résultat de la part de leur sensei. Même le forgeron était stupéfait par les compétences de cet homme. Il est sans aucun doute au sommet de l'art du sabre. Ils ont quitté le magasin sans rien acheter. Beryl a simplement oublié d'emporter l'argent. Tandis que leur professeur déçu se dirigeait vers la voiture, Sandera s'approcha d'Arliusia et lui demanda si elle pensait que quelque chose n'allait pas avec cette épée. Le forgeron a également remarqué quelque chose d'anormal lorsqu'il a pris cette arme. Courant dans la forge, l'homme demanda avec colère à ses assistants imbéciles lequel d'entre eux avait mis cette lame en vente. L'épée était encore inachevée et complètement émoussée. Et comme cette arme n'était pas utilisable, cela ne signifiait qu'une chose. Le sein de l'épée, originaire d'une petite campagne, est toujours d'actualité. Le soir du même jour, Beryl rentre chez elle en charrette. Sans aucun doute, devenir instructeur de l'ordre des chevaliers est un grand pas en avant dans sa carrière. Malgré cela, l'homme estime qu'il n'aurait jamais dû se voir confier un tel rôle. S'il se plante, ce n'est pas seulement lui qui aura des ennuis, c'est aussi Arliusia. De toute façon, Beryl était trop épuisé pour y penser. Il a donc décidé de réfléchir à son retour au pays. Cependant, dès son retour, son père lui annonce une nouvelle inattendue sur le pas de la porte. Depuis ce jour, il n'attend plus son fils chez lui. Le père n'a même pas laissé Beryl dormir chez lui, je l'ai renvoyé en ville. Arliusia, qui l'a rencontré à cet endroit, a demandé au maître, perplexe, pourquoi il avait été mis à la porte de la maison si soudainement. Se grattant maladroitement l'arrière de la tête, Beryl raconte ce qui s'est passé la nuit dernière. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il a été accueilli par son père et par un ancien élève et sa femme. Landride était devenu un aventurier célèbre, et Beryl était très heureuse de le voir pour la première fois depuis des années.
Landrid dit à Sensei qu'il a un bébé et qu'il a donc décidé de prendre sa retraite et de s'occuper de sa famille. Beryl a félicité les heureux parents et leur a demandé ce qu'ils comptèrent faire ensuite. C'est alors que le père interrompt son fils en lui expliquant que c'est justement de cela qu'ils allaient lui parler. Le vieil homme a nommé Landrid, directeur du dojo, et il a obligé son imbécile de fils à ramener son cul à la capitale et à faire son devoir. En conséquence, son père interdit à Beryl de revenir à la maison jusqu'à ce qu'il ait trouvé une femme. « Mon Dieu, j'ai une chance inouïe !» murmure Arlucia à voix basse. Beryl, perplexe, lui demande ce qu'elle a dit. Ce à quoi la jeune fille répond, embarrassée, qu'elle voulait dire que la situation était terrible. Pour l'instant, Sensei avait besoin de trouver un endroit où dormir, et Arliusia était la seule personne à qui il pouvait s'adresser pour cela. Comprenant que c'est sa chance, la jeune fille propose au maître de rester chez elle. Beryl, en proie à une crise de panique, s'est contenté de dire qu'un petit hôtel lui conviendrait. Tous deux se rendirent au bâtiment de la Guilde des Aventuriers. Comme il cherche un logement, c'est le meilleur endroit pour obtenir les informations dont il a besoin. Dès que Beryl et son élève sont entrés dans le bâtiment, ils ont été repérés par Sandera. En courant vers le professeur, la jeune fille surprise lui demande s'il n'est pas rentré à la maison hier. Après confirmation, Sensei lui dit qu'il y avait eu une sorte de force majeure qui l'avait poussé à venir ici pour demander de l'aide à Surena. S'asseyant à la table avec l'étudiant, l'homme raconte ce qui s'est passé. Heureusement, Surena connaît bien la ville et a rapidement trouvé des endroits bon marché. Sur la carte, elle indique une auberge non loin de la guilde et propose au professeur de s'y installer. Bien que cet endroit soit assez sûr, Arliucia n'était pas d'accord avec cette option. En pointant le doigt sur la carte, la jeune fille aux cheveux blancs expliqua que puisque Sensei vivait maintenant dans la capitale, il rendrait souvent visite aux chevaliers et devrait donc habiter plus près de la maison d'Arliucia. La discussion s'envenime de seconde en seconde. La tension était telle qu'il était évident qu'une bagarre ne pouvait être évitée. Les deux filles échangent des propos avant de se taire brusquement et de poser leurs mains sur la garde de leurs épées. Dans un instant, ils allaient sortir leurs lames de leurs fourreaux et s'affronter dans un combat acharné. Soudain, les deux filles ressentent une pression inexplicable. En regardant leurs mains à l'endroit où les épées auraient dû se trouver, ils constatent qu'il n'y a rien. En tournant la tête, ils virent à la silhouette fantomatique de leur sensei qui leur enlevait leurs épées figuratives. Par sa seule autorité, il réprime l'envie des élèves de se battre entre eux. En réalité, il ne se passe rien pour Beryl. Il se contentait de rester assis à la table et de regarder ses élèves figés sur place. Soupirant, Sandera proposa à son adversaire de considérer que c'était un match nul. Mais le professeur l'interrompit plus vite qu'il n'avait eu le temps de commencer. Ne sachant toujours pas de quoi il parlait, Beryl détourna maladroitement le regard et nota mentalement qu'il avait cru un instant qu'ils avaient dégainé leurs lames. Vers le soir, ils parviennent encore à trouver une résidence convenable pour le maître. Ouvrant la porte, l'aubergiste montra à Beryl sa nouvelle chambre. La chambre est bien meilleure que ce à quoi l'homme pouvait s'attendre. La caserne et la guilde sont un peu éloignées, mais le marché et la forge sont proches. L'endroit est agréable, mais Arliusia semble toujours un peu ennuyée pour une raison ou une autre. Cette nuit-là, Beryl est resté seul avec une bouteille de bière. Après avoir vidé une autre chope d'alcool, il tape du poing sur la table en signe de frustration et s'écrie qu'il est une honte. Il est devenu chevalier instructeur et a obtenu cette belle chambre, tout cela grâce à ses élèves. C'est un vieil homme si misérable. Qu'est-ce qu'Arliusia attend de lui? Le lendemain, à la garnison officielle, Arliusia demanda au professeur si quelque chose le dérangeait. Beryl s'est contenté de dire que tout allait bien. Tout d'abord, le chef des chevaliers a emmené Sensei dans la salle d'entraînement. À ce moment-là, il s'agissait simplement d'une autre séance d'entraînement. Ramenant son épée derrière son épaule, l'homme blond effectua un virage de 360 degrés à la vitesse de l'éclair, d'un bond. D'un coup puissant, il coupe en deux l'épée en bois de son adversaire. Tandis que son partenaire d'entraînement regardait avec perplexité l'arme brisée, le blond appela le suivant. Une telle force de frappe stupéfia même Beryl. Il pouvait s'entretuer ainsi. S'avançant, Arliucia annonce aux chevaliers. Beryl Sensei sera leur instructeur à partir d'aujourd'hui. Peu de chevaliers sont satisfaits de cette décision. Ils faisaient confiance à leur commandant, mais ils doutaient encore d'avoir quelque chose à apprendre de ce vieil homme. Beryl ne s'attendait pas à une autre réaction. Il sentit immédiatement leur regard furieux se poser sur lui. Il n'était manifestement pas le bienvenu ici. Soudain, l'une des personnes présentes lève la main et interpelle l'enseignant. Une jeune fille aux cheveux dorés et aux nœuds énormes s'exclame que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Beryl reconnut rapidement son apprenti, Kuluni. La jeune fille était très heureuse de les voir, tout comme Sensei lui-même. Alors qu'il s'approche d'elle, Beryl lui fait remarquer avec enthousiasme qu'elle est devenue un vrai chevalier. La jeune fille, embarrassée,
répondit qu'elle avait encore de la marge. Mais elle était très heureuse que Sensei lui enseigne à nouveau. Après tout, elle n'avait pu aller au dojo que pendant 2 ans environ. Beryl est fière de ses élèves. Remarquant que leur professeur avait fondu en larmes pour une raison quelconque, les filles lui ont demandé ce qui n'allait pas. Beryl ne peut plus se permettre de dépendre de ses étudiants. Il est temps de prendre son courage à 2 mains. C'est un homme normal d'âge moyen. Mais c'est un homme avant tout. Alors qu'Arliusia réprimandait Kuluni pour avoir parlé pendant l'entraînement, l'un des chevaliers s'approcha d'eux. C'est le même homme blond dont le combat a attiré l'attention de Beryl lorsqu'il est venu dans la salle d'entraînement. En fait, cette coupe tournante a permis à Sensei de se souvenir de ce type. Le garçon se présente comme le vice-commandant de l'ordre des chevaliers, Embritz Droth. Depuis hier, Beryl sentait le regard inhabituellement intense de ce type sur elle. Tout s'explique maintenant. Il veut du sang, le sang de Beryl Gardinant. Embritz raconte que Libéris était très fier de son titre de chevalier. Ainsi, puisque Beryl est devenue la nouvelle instructrice ici, pour qu'il reste, il faut qu'il soit un très bon épéiste. Bien que le commandant lui-même l'ait recommandé, Embritz veut toujours se battre contre le nouvel instructeur. Il est de son devoir de veiller. Si Maître Beryl est digne de l'honneur que l'empereur lui-même lui a accordé. Enfin, c'est l'heure du Sensei. Tous pourront voir la lumière de son épée. L'ordre de chevalerie est connu pour être le plus fort du royaume. Elle n'est composée que des meilleurs guerriers du royaume. Après avoir rejoint la troupe, ils suivent un entraînement rigoureux. On dit qu'un chevalier de Libéris est comparable à la force de 10 guerriers d'autres royaumes. Le vice-commandant Embritz est sans aucun doute l'un des meilleurs épéistes du royaume. Beryl n'arrive toujours pas à comprendre comment un tel homme a pu le provoquer en duel. S'il refuse maintenant, nul doute que les nouveaux étudiants douteront encore plus de lui. D'un autre côté, si ce gamin le bat, il fera encore plus de dégâts. Mais pire que tout, s'il mettait Arliusia en difficulté ici. Dans ce cas, elle seule pouvait l'aider à éviter ce combat maintenant. Mais si Beryl espérait que la jeune fille tenterait de les dissuader de se battre, elle pensait au contraire que c'était l'occasion rêvée pour l'enseignante de montrer ses talents. Par conséquent, l'homme doit encore se battre avec le vice-commandant. Tout le monde attendait le spectacle avec impatience. Grâce à son apprenti, Beryl avait perdu son dernier espoir d'éviter un combat. Kuluni prit un moment pour remarquer que c'était la première fois qu'elle voyait le professeur se battre contre quelqu'un. Lorsque la jeune fille demanda à la commandante si cela se passerait bien, Arliusia lui demanda pourquoi elle en doutait. Kuluni leur rappelle alors que leur vice-commandant est doté d'une force inhumaine. Il a tué un taureau enragé d'un seul coup de son épée en bois. Et plusieurs personnes se sont cassé le bras en essayant de bloquer ses coups. Promettant à la jeune fille que tout irait bien, Arliusia lui conseilla de surveiller attentivement leur combat. Lorsqu'il apprit qu'un instructeur recommandé par la commandante Dono elle-même venait lui rendre visite, Embritz fut ravi. On l'appelait le saint du sabre d'une petite campagne, et il espérait donc lui demander quelques conseils sur l'art du sabre. Mais lorsqu'il a vu devant lui un homme d'âge moyen qui ressemblait à un poisson mort, il est devenu méfiant. Commandé Dono est une fille très gentille, donc si son professeur lui demandait de le recommander comme instructeur, elle ne pourrait pas lui refuser. Bien sûr, Embritz accepte le fait qu'il puisse se tromper, mais il ne va pas nier que ce type pourrait essayer de se faufiler dans la chevalerie pour des raisons personnelles néfastes. Rien qu'en regardant le visage de son adversaire, Beryl ressentait une incroyable soif de sang. Veut-il vraiment l'achever ici? L'homme doit maintenant se concentrer et essayer de ne pas perdre de manière embarrassante. En montrant son épée devant lui, Beryl a immédiatement compris la ruse. Au même moment, Embritz ressent une pression incroyable de la part de son adversaire. Beryl, qui semblait ridicule et peu sûre d'elle, est devenue étonnamment calme et concentrée. En 1 seconde, Arliusia Citrus annonce le début du combat. Embritz s'élança vers son adversaire, s'attendant à lui asséner un coup de poignard rapide comme l'éclair. La suite du mouvement initié par Beryl était d'une telle rapidité, ni Embritz, ni les observateurs de la bataille ne pouvaient voir l'évolution des événements. Mais au bout d'un moment, tout le monde a vu. Comment s'est terminé exactement l'élan agressif du vice-commandant? Beryl mit le garçon blond devant lui sur ses genoux et plaça la lame d'une épée en bois contre son cou. Les combats d'escrime se déroulent en 5 touches, et le vice-commandant avait donc encore une chance de marquer. Personne, y compris Kuluni, n'a réussi à voir ce qui s'est passé. Seule Arliusia aperçut les mouvements du professeur. Dès qu'elle a fait signe, Embritz s'est immédiatement mis à l'œuvre. Au début, il visait la gorge de l'enseignant. Mais ce n'était qu'un canular. Il a instantanément donné un coup de pied horizontal au torse exposé de Sensei. Le maître l'a paré avec son épée. Embritz perd alors l'équilibre. L'enseignant a alors riposté en lui mettant son épée sur le cou. Voici comment cela s'est passé. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'il a fait tout cela littéralement en un clin d'œil. Pendant que le commandant explique cela à Kuluni, Embritz a déjà lancé une nouvelle attaque.
Beryl, saisissant l'épée à deux mains, bloque le coup. Puis, poussant l'arme de son adversaire, il fit glisser son épée sur la lame et frappa la mâchoire du blondinet. En fait, Beryl s'apprêtait à arrêter la garde devant le visage du chevalier, mais elle ne suivit pas la vitesse du mouvement. Tout en regardant attentivement le garçon, il lui demande s'il va bien. Arlusia n'a jamais douté des capacités de son sensei. Les yeux de son professeur sont l'un des principaux facteurs de sa force inégalée. Un examen attentif de la respiration de votre adversaire, de ses pas, de son centre de gravité, de sa prise et de son style d'escrime. Ses yeux peuvent détecter la moindre faille, de la taille d'un chat d'aiguille. C'est une épée qui voit tout, aiguisée à l'extrême. Sans trop de difficultés, Beryl réussit à obtenir une troisième touche lors de leur séance d'entraînement. Comparé à lui, même le vice-commandant de l'Ordre des Chevaliers semblait impuissant. Dans une vraie bataille, il serait mort 3 fois dans ce laps de temps. Cependant, il n'allait pas abandonner si facilement. Il est temps de montrer sa technique unique. La première fois qu'il a utilisé cette technique, même le commandant Dono ne pouvait pas voir ses mouvements. Cette technique est surnommée la coupe tournante du vice-commandant. Pendant cette prise, il cache ses mains derrière son dos. Il est donc difficile pour son adversaire de savoir ce qui l'attend. Debout sur une jambe, il tient son autre main derrière la poignée. Ensuite, son épée accélère grâce à la force centrifuge et à la musculature supérieure d'Embritz. Il est ainsi en mesure de détruire complètement les défenses de l'ennemi. Mais malheureusement pour lui, Beryl n'était pas du genre à se faire avoir. Profitant de la vulnérabilité de cette technique, il passe dans le dos de son adversaire sans trop de difficulté et le désarme avec une autre touche à l'arrière de la tête. C'est essentiellement la fin du combat. Esquivant la meilleure technique du vice-commandant, Beryl a finalement prouvé son habileté. C'est un vrai professionnel. Le vice-commandant Embritz est une personne pitoyable. Il aurait pu être commandant de l'Ordre des Chevaliers s'il n'y avait pas eu Arlusia. Après avoir vaincu une nouvelle fois le garçon blond, Arlusia lui demanda s'il trouvait quelque chose d'étrange lors de leur combat. Partageant son avis, Embritz a raconté que lorsqu'elle se dispute avec elle, elle a l'impression qu'elle regarde dans des directions différentes. Il s'était toujours demandé pourquoi le commandant avait décidé de devenir chevalier. Croisé à nouveau les bras avec Beryl, Embritz a été rasé sans aucune chance. Au cours de cette séance d'entraînement, le garçon a compris pourquoi le commandant respectait tant son professeur. Même si, à première vue, il semble n'être qu'un simple homme d'âge moyen venant de nulle part, il est en fait le plus grand épéiste. La 5e touche a été enregistrée et le combat a été arrêté. Les chevaliers, auparavant méfiants, se sont levés et ont applaudi le nouvel instructeur. Levant la main, Arlusia dit que c'est une démonstration suffisante. Ce soir-là, les chevaliers se rendent à la taverne la plus proche. En l'honneur de la nomination de l'enseignante Beryl en tant qu'instructrice, Kuluni a lu un toast. Après cela, tous les convives ont fait teinter leur chope de bière, à la surprise de maître Beryl. Arlusia s'est avérée être une buveuse invétérée. En quelques gorgées, elle fut la première à vider la chope d'âle. Immédiatement après, la jeune fille a commencé à manger du kebab. C'est ainsi qu'elle a alterné les kebabs et les chopes de bière les uns après les autres. Devant cette performance, Beryl demande à l'élève si elle doit commander une autre chope de bière. Tandis qu'Arlusia, embarrassée, tentait d'enchaîner les mots, Kuluni expliqua à Sensei que le chef avait toujours été doué pour l'alcool. Beryl lui-même n'en revenait pas de son bonheur. Qui aurait cru qu'un jour viendrait où il boirait avec ses élèves? En y réfléchissant, l'homme s'aperçoit soudain que la bière dans sa chope est épuisée. Arlusia tente de suggérer au maître d'en verser. Cependant, devant elle, Embritz lui-même tendit la bouteille à Beryl Dono. Tandis que Beryl s'excuse d'avoir dû organiser un tel banquet pour lui, Arlusia regarde le vice-commandant avec envie. Elle veut aussi servir de l'alcool au professeur. Beaucoup de gens ont voulu remercier Beryl aujourd'hui, y compris Embritz lui-même. Et le garçon veut aussi s'excuser auprès de l'instructeur, frapper soudainement sa chope de bière sur la table. Embritz s'est écrié que Beryl Dono lui avait fait une impression incroyable. Il a honte de ne pas avoir cru le maître tout de suite. Arlusia rit, mais reconnaît seulement que Embritz est trop colérique. Elle lui avait dit tout de suite que le professeur était beaucoup plus fort qu'elle, mais il ne l'avait pas cru. La jeune fille ivre a alors demandé au professeur ce qu'il pensait d'Embritz après s'être entraîné avec lui. L'homme reconnut que le garçon était très fort, et que ses bras avaient une puissance qui dépassait celle des humains. Cette technique de rotation sur une jambe s'est avérée très efficace. Si Beryl décidait de se prendre ce coup de poing en plein front, il briserait probablement son épée. De plus, Beryl pense qu'il perdrait s'il manquait ne serait-ce qu'un seul coup de poing. Il n'avait donc pas d'autre choix que d'esquiver la technique de rotation et de se rapprocher dans le dos de son adversaire. Ce que Embritz doit réaliser maintenant, c'est qu'il y a une lacune dans sa technique. Pendant son exécution,
L'ennemi peut facilement tomber dans un angle mort en suivant simplement le sens de la rotation. Après avoir écouté le maître, Embritz se lève de table et s'incline devant lui. Se tournant vers Maître Beryl, le vice-commandant lui dit que les chevaliers ont besoin de lui. Il a demandé à Sensei d'être leur instructeur régulier. Même les chevaliers les plus forts sont pour la plupart jeunes et peu sûrs de leur voix. Tout ce que Beryl avait à faire, c'était de ne pas se leurrer et d'accepter le fait que son expérience et ses compétences pouvaient effectivement être utiles à ces gens. Et même lorsque Sensei a dit qu'il se réjouissait de travailler avec eux, Embritz a répondu que c'était comme un rêve pour lui. Il n'arrive pas à croire que le sein de l'épée d'une petite campagne se trouve juste devant lui. Après ces mots, le garçon blond renversa une autre chope de bière, laissant Beryl perplexe. La fête s'est poursuivie pendant plusieurs heures. Bientôt, une Arliusia déçue quitta la taverne et s'assit sur un banc dans le parc. Elle a fini par se saouler devant le professeur. Maintenant, il pense probablement qu'elle est vulgaire. Elle a peut-être trop baissé sa garde parce que ses projets se déroulent bien. Ensuite, à la table, Beryl a dit qu'un coup d'évier pouvait être esquivé, comme si c'était facile à faire. La première fois qu'Embritz a utilisé cette technique lors d'un duel, Arliusia a réussi à l'esquiver, mais cela lui a coûté son épée d'entraînement. Son sensei est brillant, comme toujours. Assise sur le banc, la jeune fille se souvint du jour où son professeur lui avait donné l'épée en guise de cadeau d'adieu. Elle a été déconcertée lorsque Beryl a dit qu'il n'avait plus rien à enseigner. La jeune fille n'est pas d'accord avec ses conclusions, car elle est convaincue qu'elle n'est pas encore capable d'approcher ses compétences. Cependant, Sensei lui a seulement dit qu'elle le surestimait. C'est une excellente épéiste, et Beryl ne voulait pas qu'elle perde son temps dans un dojo situé au milieu de nulle part. Arlucia n'arrive pas à croire que son professeur se voit ainsi. Pourquoi a-t-il une si piètre opinion de lui-même? Je veux dire, c'est une personne incroyable. Ce jour-là, la jeune fille a eu un projet. C'est devenu le but de sa vie. L'année suivante, elle a été sélectionnée pour l'ordre des chevaliers. Le premier était un examen écrit, dans lequel elle a obtenu sans problème la première place. Il ne pouvait qu'attirer l'attention de personnes haut placées. En regardant la nouvelle fille, ils ont été surpris qu'elle entre dans l'ordre à un si jeune âge. À l'époque, elle n'avait même pas le droit de boire de l'alcool. Lors de l'examen pratique, les futurs chevaliers devaient se battre à 1 contre 1 entre eux, puis ceux qui étaient choisis devaient se battre en duel avec l'instructeur. Combattre son premier adversaire. Arliusia s'attendait à une bataille non pas pour la vie, mais pour la mort. Cependant, l'adversaire n'a pas du tout répondu à ses attentes. Il se déplace trop lentement. Les gens ont dit que tous ces candidats étaient incroyables. Mais ils n'étaient pas les seuls à être faibles. Même les instructeurs de l'ordre ont été facilement vaincus le premier jour de l'examen. Jusqu'alors inconnu de tous, Arliusia Citrus a vaincu le plus puissant chevalier du royaume à un très jeune âge. C'est alors que la jeune fille se rend compte qu'aucun d'entre eux ne peut se comparer à son professeur. En conséquence, Arliusia Citrus, qui a établi un nouveau record lors de l'examen d'entrée et a prouvé qu'elle était un chevalier hors pair, a été immédiatement acceptée dans l'ordre, dont elle est devenue la plus jeune commandante. Elle s'est ensuite vue proposer le rôle d'instructrice. L'empereur est certain que personne d'autre qu'elle n'est apte à jouer ce rôle. Arliusia attendait ce moment depuis très longtemps. Elle accepte volontiers l'offre de l'empereur. Cependant, la jeune fille a également déclaré que quelqu'un d'autre qu'elle était plus apte à jouer ce rôle. La raison pour laquelle elle est devenue chevalier est qu'elle voulait préparer une scène pour le professeur. On pourrait penser que c'est trop, que c'est une femme autoritaire et égoïste. Elle est désolée, mais elle n'a pas l'ambition des autres chevaliers. Rien qu'en pensant au fait que personne ne connaîtra jamais le véritable talent de son sensei, Arliusia sent son cœur s'alourdir. Désormais, le voyage de Beryl, maître de l'épée, ne fait que commencer. Il doit ouvrir une nouvelle ère. Et dans un avenir proche, il se débarrassera de ce surnom ridicule. Le sein de l'épée d'une petite campagne? Non, on l'appellerait plutôt le sein de l'épée. Mais pour l'heure, la première chose à laquelle Beryl doit faire face est la gueule de bois qui l'attend le lendemain matin. Quelque part dans la bibliothèque royale, 2 voix féminines se font entendre. Assise sur le canapé, la jeune fille blonde demande à Ficelle si elle a entendu dire que le vice-commandant des chevaliers avait été vaincu en duel. Il ne se bat pas contre le commandant, mais contre le nouvel instructeur. On l'appelle, je crois, le maître de la campagne. En entendant cela de la bouche de son ami aux cheveux blonds, Ficelle s'est soudain figée. La jeune fille décida de préciser si elle parlait d'un sein de l'épée d'une petite campagne. Après avoir reçu une réponse affirmative, elle a compris que Beryl Sensei était venu à la capitale. Quelques jours plus tard, Beryl se rendit dans le quartier commerçant de l'ouest de la ville. Il y a plein de magasins, il peut donc trouver quelque chose à son goût. En outre, comme il y a beaucoup de combats ici, des chevaliers patrouillent 24 heures sur 24. Assis dans le même wagon que Kuluni,
L'homme lui demande si cela ne la dérange pas de voyager avec elle. En réponse, la jeune fille enthousiaste lui demande de ne pas s'inquiéter et de s'en remettre à elle. Il y a quelques heures, les chevaliers terminaient une nouvelle séance d'entraînement. Kuluni demanda à son professeur s'il s'était habitué à la ville. Sensei répondit qu'il n'allait pratiquement jamais nulle part, car il venait entraîner les chevaliers tous les jours. Umbritz a ensuite expliqué au maître qu'il y avait plusieurs endroits populaires dans la capitale que Beryl devrait certainement visiter. C'est ce qui a incité Kuluni à inviter l'enseignante à se promener avec elle dans la ville pendant son service. Ils se sont tout d'abord tournés vers le plus grand marché. Beryl aurait aimé acheter quelque chose d'intéressant, mais ses yeux se sont éparpillés car il y avait trop de magasins. Il ne savait même pas par où commencer. Pendant ce temps, Kuluni avait déjà commencé à essayer des tenues et à les montrer au maître. Alors que Beryl admire son apparence, une étrange personne vêtue d'une cape noire s'approche de lui. Lorsque l'étrangère s'adresse au maître par son nom, Kuluni la reconnaît immédiatement comme son amie. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » L'étranger parla avec un sourire satisfait, plongeant Beryl dans la stupeur. La regardant en face, l'homme lui demanda s'ils se connaissaient. Le long silence qui suivit cette question fit souffrir la jeune fille, encapuchonnée à chaque seconde. C'est alors que l'épée accrochée à la ceinture de l'étranger attire l'attention de Beryl. Le fait qu'il ait reconnu cette fille comme étant une autre de ses élèves, Ficelle, l'a aidé. En enlevant sa capuche, la jeune fille fond en larmes parce que Sensei ne l'a pas reconnue tout de suite. Et pendant que Beryl s'excuse auprès d'elle, je vais vous dire qui est l'estimate. Ficelle était une enfant très calme. Elle fréquentait rarement les autres enfants, et Beryl la voyait souvent s'entraîner seule à donner des coups d'épée. Après avoir maîtrisé toutes les techniques et que Beryl lui ait donné l'épée, elle lui a promis d'aller de l'avant en guise d'adieu. Courant vers Fischan, Kuluni propose de faire du tourisme avec eux. Lorsque la jeune fille a accepté, Beryl lui a demandé ce qu'elle faisait en ville. Prenant une pose fière, Ficelle a révélé qu'elle était considérée comme un maître dans le domaine de la magie. Cela signifie qu'elle peut utiliser la magie, et Fischan veut vraiment que son professeur la félicite. Division de la magie. Tous ses membres sont exclusivement des mages, mais ils sont assez rares dans ce monde. Tout comme les chevaliers de Libéris, ils contribuent à maintenir le pouvoir dans le royaume. Beryl pensait que cette fille continuerait à apprendre le maniement de l'épée. Mais comme elle a emprunté la voie de la magie, cela pourrait signifier qu'il a formé un autre enfant incroyable. En entrant dans l'un des magasins, Ficelle a parlé au professeur de l'équipement magique. Il s'agit d'accessoires imprégnés de magie. Par exemple, cet anneau est capable de créer une petite flamme. Apparemment, ce magasin vend même des objets maudits, comme cette boucle d'oreille. En entendant les murmures de la jeune fille, la vendeuse fut surprise qu'elle ait réussi à trouver un tel objet. Cela faisait longtemps que personne n'avait trouvé d'objet maudit ici. Et lorsque Ficelle a dit qu'elle achèterait l'article, la vendeuse l'a laissé venir le chercher gratuitement. Beryl demanda si Ficelle se sentirait à l'aise si elle portait l'objet sur elle. La jeune fille expliqua à son tour que la malédiction ne s'activerait pas tant que toutes les conditions ne seraient pas remplies. Et elle n'allait pas porter le collier. Les raisons de la malédiction peuvent être diverses. Soif de sang, certaines personnes créent des malédictions à dessein pour donner une mauvaise image des mages. Il y a encore des gens dans ce monde qui ont une attitude négative envers la magie. C'est pourquoi Ficelle a décidé d'offrir un petit cadeau à l'enseignant. Elle lui a offert un bracelet de tranquillité. Il est évident que Beryl est très fatigué pendant l'entraînement et que ce bracelet lui permettra de récupérer beaucoup plus rapidement pendant son sommeil. En échange, Ficelle veut seulement que Sensei dise aux gens que la magie n'existe que dans ce monde pour les aider. De plus, la fille a exactement le même bracelet. Une fois de plus, il est difficile de retenir ses larmes de fierté. Beryl a promis que la prochaine fois, il lui offrirait aussi quelque chose. Au même moment, des appels à l'aide sont lancés. Des voleurs ont dévalisé une femme en plein jour. Les criminels se sont révélés être deux, et il est donc presque impossible de les rattraper seuls. Pendant que Beryl réfléchit à ce qu'il doit faire, Ficelle dit qu'elle fera tout elle-même et demande à l'enseignant de se contenter de regarder. La seconde d'après, elle sortit son épée de son fourreau. Cela surprit Beryl. Pourquoi aurait-elle besoin d'une épée? N'allait-elle pas utiliser la magie? Mais bientôt, toutes les questions de Sensei trouvèrent une réponse. En position de combat, Ficelle commença à concentrer de puissants flux de mana dans la lame de son arme. Un instant plus tard, elle avait déjà brandi son épée, pointant un projectile d'énergie sur la cible. Le premier délinquant n'a même pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Un sort magique dévastateur l'assomma, et il perdit immédiatement connaissance. Beryl n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ce type a volé à quelques mètres d'une telle puissance. C'est donc la magie de Ficelle?
Constatant que son partenaire s'est fait prendre, le second voleur fait un signe d'irritation et s'enfuit dans la ruelle. Koulouni s'empresse de le signaler à son ami. Ficelle décide alors de montrer à son professeur ce que la magie peut encore faire. En pointant la lame de son épée vers le sol, elle utilise une poussée d'énergie qui lui permet de s'élever dans le ciel. Rattrapant très vite le second voleur, la jeune fille frappa sa cible d'un coup d'épée à distance. Ayant terminé son travail, elle remit l'épée dans son fourreau. Koulouni a promis de s'occuper du reste. En regardant son apprenti porter seul 2 hommes énormes, Beryl essaya de comprendre si tous les chevaliers de l'ordre avaient une force aussi inhumaine. Pendant ce temps, s'approchant de Sensei, Ficelle lui demande gentiment s'il l'a vue. Elle a expliqué au maître intéressé qu'elle améliorait sa lame grâce à la magie. Son commandant a dit qu'elle était la meilleure dans ce domaine. C'est vraiment une technique incroyable. Quelle que soit la longueur de votre épée, votre attaque atteindra sa cible à n'importe quelle distance. Qui aurait cru que Ficelle serait capable d'améliorer les techniques d'épée de Beryl de cette manière? Il souhaitait maintenant rencontrer son professeur de magie. Ficelle a été formée par son commandant de division. Elle aussi aimerait bien rencontrer celui qui a donné à son élève des talents d'épéiste aussi extraordinaires. D'une certaine manière, les deux sont très semblables. Le soir est arrivé. Après que Ficelle lui a mis ce bracelet, les épaules de Beryl ont cessé de lui faire mal. L'un de ses élèves est un commandant de l'ordre, un autre un incroyable mage. Qui aurait cru qu'ils pourraient tous s'élever aussi haut dans l'échelle des carrières? Cieuses pensées maintiennent Beryl sur ses gardes. Pour reprendre ses esprits, l'homme se tape les mains sur les joues. Il ne doit pas considérer ses élèves de cette manière. Il devrait les féliciter d'avoir fait tant d'efforts et d'avoir obtenu tous ces résultats. Lui, en revanche, est à l'opposé. Il n'a rien accompli dans cette vie. C'est juste un vieil homme ordinaire. Un éclair soudain interrompt ces sombres réflexions de Beryl. Lorsque l'homme s'est arrêté, il a vu des flammes devant lui, tombant de quelque part dans le ciel. Un tel spectacle a plongé le maître dans un état de perplexité. Dès la seconde suivante, la particule de flamme avait grandi. La silhouette d'une créature mystérieuse émergea de la tempête de feu. Ne sachant pas à quoi s'attendre de cette étrange apparition, Beryl se mit en position de combat. Au même moment, la créature de feu balança sa main. L'oiseau flamboyant se précipita vers Beryl à une vitesse phénoménale. Bien qu'il ait tenté de bloquer l'attaque, le feu s'est emparé de ses vêtements et il a dû laisser tomber sa robe. En outre, un tel mouvement permettait de distraire brièvement l'ennemi. Réduisant instantanément la distance avec son adversaire, Beryl lui trancha la tête. Toutefois, comme prévu, une créature entièrement constituée de feu ne peut pas mourir d'une attaque physique. Cela signifiait seulement qu'il y avait un lanceur de sorts à proximité qui utilisait la magie. Plusieurs autres explosions retentissent dans l'une des ruelles de la ville. Esquivant chacun d'entre eux, Beryl tenta d'abattre la créature de feu à plusieurs reprises. La marionnette de flamme était faite de magie, et il avait beau la hacher, elle ne servait à rien. Dans ce cas, Beryl a pris la décision d'éloigner l'ennemi de cet endroit. Ficelle lui avait récemment dit que les sorts à longue distance n'étaient pas très efficaces. Ils épuisaient le mage, et le pouvoir du sort lui-même est plutôt faible. Il était donc préférable d'utiliser un arc et des flèches. Pour forcer le lanceur de sorts à sortir, Beryl a trouvé un grand terrain vague. Celui qui contrôle cette marionnette ne doit pas être loin. Il n'y a définitivement aucun endroit où il peut se cacher. Bientôt, la personne qui l'attaquait apparut devant Sensei. Avec un sourire en coin en descendant les escaliers, la jeune fille aux cheveux blonds fit remarquer qu'il était plutôt audacieux de l'obliger à sortir de sa cachette. Il ne s'attendait pas à ce qu'un enfant devienne le lanceur de sorts de Beryl. L'étrangère n'allait pas tolérer une telle attitude à son égard. Furieuse, elle lui cria de ne pas la traiter d'enfant et lui demanda si on ne lui avait pas appris à respecter ses aînés. Après qu'il ait pu échapper à sa magie, la fille a dit qu'elle pensait qu'il était capable de vaincre la lame rugissante. C'est le sein de l'épée d'une petite campagne, n'est-ce pas? Beryl demande à son tour qui est la lame rugissante. En fait, il s'agit de Embritskun. Serrant le poing, la jeune fille aux cheveux blonds dit qu'elle a ses propres raisons de rencontrer Beryl. Elle est venue pour sa vie. Ces paroles firent rapidement comprendre à Beryl qu'il ne fallait pas jouer avec cette folle. Cependant, quelque chose ne va pas. En la regardant soudain de la tête aux pieds, l'homme a vu quelque chose de terrible. Sur l'avant-bras de cette jeune fille est accroché un bracelet qu'il connaît bien. Remarquant l'expression étrange du visage de Beryl, la jeune fille regarde également son avant-bras. Puis elle a esquissé un sourire de satisfaction. La femme psychotique expliqua qu'elle avait pris ce bracelet à une jeune fille. Elle s'est avérée être un spécimen assez intéressant, ayant utilisé une épée tout en étant un mage. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce légendaire saint de l'épée de l'arrière-pays s'est-il mis en colère en voyant cette babiole? Regardant cette folle avec haine, Beryl demanda avec colère où se trouvait cette fille.
Tu as un si beau visage en ce moment. La femme psychotique marmonna avec un sourire fou. Pour trouver la réponse à cette question, il doit essayer de la faire parler. L'étranger lança immédiatement des dizaines d'épées de glace sur l'homme qui parvint à les esquiver. En un instant, une énorme boule de glace s'est formée au-dessus de la tête de Beryl. Il saisit son épée à deux mains. Il sauta sur le côté et coupa en deux le projectile qui volait vers lui. Mais soudain, un éclair jaillit des éclats de glace. La psychotique est persuadée d'avoir réussi à redresser l'homme. Elle a touché son angle mort et il n'a donc pas eu la possibilité d'esquiver. À son grand regret, elle avait sous-estimé les compétences de l'épée sacrée. Dans ce combat hypnotique, la petite fille aux cheveux blonds commence à s'amuser. Sans grand effort, elle continua à poursuivre Beryl autour de l'arène, lui lançant des flèches de glace l'une après l'autre. L'homme n'a jamais eu l'occasion de l'approcher. Elle utilise trop de sorts différents. À ce rythme, il devra se défendre tout le temps et il sera épuisé. Mais d'un autre côté, elle ne pourra pas non plus utiliser la magie en permanence, car elle a aussi ses limites. La question est maintenant de savoir qui sera le premier à se fatiguer. Ils étaient confrontés à une bataille d'usure, et ce psychopathe était prêt à accepter de telles conditions. D'autant plus qu'elle n'a pas encore fini. Elle a encore un tour en réserve qui ne plaira certainement pas à son adversaire. Invoquant un fantôme d'eau, la jeune fille le dirigea vers le sol. Au même instant, de puissants jets d'eau se précipitèrent sur Beryl. Il planta son épée dans le sol et lutta pour rester debout. L'eau a envahi toute l'arène. Les choses ont décidément pris une mauvaise tournure pour Beryl. En criant qu'il n'allait nulle part maintenant, la psychopathe a touché l'eau avec ses doigts. L'instant d'après, les pieds de Beryl furent emprisonnés dans la glace. Par la suite, l'inconnu a proposé à l'homme d'essayer à nouveau de combattre sa marionnette de feu. Mais cette fois-ci, elle prendra une forme légèrement différente. Rassemblant l'énergie ardente en un seul endroit, la jeune fille l'enferma dans ses paumes. Lorsqu'elle ouvrit ses paumes, Beryl vit une boule de mana enflammée. D'un geste de la main, la femme psychotique lança ce caillot de mana directement sur l'homme. Pour l'instant, elle est très curieuse. Si un saint de l'épée pouvait survivre à une telle chose. En quelques secondes, le bruit d'une explosion assourdissante retentit dans toute la capitale. Lorsque l'eau entre en contact direct avec une autre substance à des températures extrêmement élevées, il entre instantanément en ébullition et une éruption phréatique se produit. Oups, je pense que sous l'influence d'un moment épique, le psychopathe a accidentellement réagi de manière excessive. Mais même en tenant compte de cela, une telle explosion n'a pas suffi à l'achever. Beryl profite de l'écran de fumée levé et s'approche de l'ennemi. Elle avait été trop présomptueuse, et elle le paierait. Il s'en est fallu de peu pour que cette attaque achève Beryl. S'il tarde ne serait-ce qu'un instant, il sera grillé. Heureusement, l'homme réussit à briser la glace sous ses pieds avec son épée. Il planta son épée dans un bloc de glace, le ramassa et s'en servit comme bouclier. Une telle ingéniosité amuse encore plus le psychopathe. Debout devant Beryl, elle écarte les bras sur les côtés, comme pour lui faire signe. Cependant, Beryl lui-même avait déjà remarqué que quelque chose n'allait pas. Se dégageant brusquement de la glace, il s'élance dans la direction opposée à celle de son adversaire. En atterrissant, il a regardé la jeune fille avec stupeur. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Si elle continuait à l'attaquer, il perdrait définitivement face à elle. Soudain, interrompant ses réflexions, la jeune fille soupira lourdement. Elle a proposé de mettre fin à ce cirque. Puisqu'il pouvait survivre à cela, elle ne pouvait certainement rien faire contre lui. Tout s'est déroulé exactement comme Ficelle l'avait annoncé. En fait, le psychopathe s'est avéré être celui qui lui a enseigné la magie. La jeune fille se présente sous le nom de Lucy Diamond. Elle est le commandant de la division magique, le mage le plus puissant du royaume. Lucy a récemment utilisé ce sort pour la première fois. Jugé trop dangereux, il lui a été interdit de s'en servir pour s'entraîner. C'est toujours la même chose. Même ce sort ne devait jamais voir le jour. Lucy Diamond se désespérait à cette simple constatation. Elle ne l'a utilisé qu'aujourd'hui parce que Fils a dit que son sensei serait capable de résister à cette magie. Et cette idée ne plaît manifestement pas à Beryl. Regardant la jeune fille avec dédain, il lui demanda pourquoi elle faisait tout cela. Lucy Diamond a expliqué qu'elle pensait que Beryl ne la prendrait pas au sérieux autrement. Elle reconnaît également que l'utilisation de ficelles comme moyen de pression contre lui était excessive. Au même moment, des gens se sont précipités vers leur arène de fortune et ont remarqué que l'endroit était gelé pour une raison quelconque. Après avoir dit à Beryl que cette glace allait bientôt fondre parce qu'elle avait été créée par la magie, Lucy lui a suggéré de se tirer d'ici. Le lendemain matin est arrivé. Venu pour entraîner à nouveau les chevaliers, Beryl rencontre un invité inattendu. Ficelle a décidé de lui rendre visite aujourd'hui. Remerciant l'apprenti pour ce bracelet, l'homme lui demanda pour quelle affaire elle était venue ici. La jeune fille lui expliqua alors que le département de magie était en train de créer des potions et qu'elle était venue ici pour les livrer.
Beryl avait déjà vu des chevaliers les utiliser. Voyant les boîtes dans les mains de l'étudiante, Sensei lui propose son aide. Cependant, il n'avait pas la force de porter un poids aussi lourd. Le fait est que Ficelle utilise généralement la magie pour les porter. Sur le chemin de l'entrepôt, Beryl se demanda si ce gamin était vraiment un commandant de division magique. Ficelle, à son tour, a révélé que le commandant Lucie avait utilisé la magie pour empêcher son corps de vieillir, et que personne ne sait donc exactement quel âge elle a réellement. Même si elle a l'air d'une enfant, elle est sans aucun doute le mage le plus puissant du monde. Lucy Diamond connaît toutes les formes de magie du continent. On pourrait dire qu'elle est l'incarnation même de la magie. C'est pourquoi l'État la contrôle. Les chances que Beryl la rencontre à nouveau sont extrêmement faibles, ce dont il se réjouit. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, il a eu la chance d'être en vie. Laissant les caisses derrière lui, l'homme se dirigea avec Ficelle vers le bureau d'Arliusia et tomba sur un homme qu'il ne voulait manifestement pas revoir. Assise à la table du commandant de l'ordre des chevaliers, Lucie salue Ficelle. Arliusia Citrus a félicité la jeune fille pour son travail. L'aventurière noire, Surena Sundera, assise à côté d'eux, salue l'enseignant avec enthousiasme. Non seulement il devait revoir ce psychopathe, et cette réunion à trois semble très suspecte. Il devrait peut-être sortir d'ici. Mais il n'y avait aucune chance qu'il s'échappe. Lucie a remarqué son timing. Ils venaient juste de parler de lui. Lucie a demandé à Beryl de s'asseoir à côté d'elle, mais l'homme a refusé en silence et s'est assis plus loin. Pendant ce temps, en regardant le commandant de la division magique, Arliusia et Sandera se demandaient comment ils se connaissaient. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a peut-être fait quelque chose de mal. Sandera a commencé son discours. Elle m'a dit qu'elle était venue ici pour demander une faveur à Sensei. Elle voulait demander l'aide d'un professeur pour former les nouveaux aventuriers. Un groupe d'aventuriers débutants a récemment reçu pour mission de conquérir un donjon. Du côté des aventuriers, ils devaient être accompagnés d'une personne de rang platine ou supérieur. Mais pour l'instant, la guilde n'avait pas assez de personnes, donc Sandera était la seule à pouvoir le faire. Bien qu'elle ait dit plus tôt qu'un aventurier expérimenté devrait suffire, un problème s'est posé. Il risque de rencontrer un monstre inconnu. La division de la magie a également demandé à enquêter sur ce donjon. Ils disent qu'une mystérieuse puissance magique en émane également. Les chances que les aventuriers tombent sur un monstre inconnu étaient minces. Mais la guilde a tout de même décidé d'envoyer 2 aventuriers expérimentés sur cette mission, juste au cas où. Sandera veut donc demander au maître de l'accompagner. À sa grande surprise, le sensei a rapidement accepté. Beryl demande à Arliusia s'il peut quitter la zone d'entraînement pour un moment, ce à quoi elle répond qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, Beryl n'est pas sûr qu'il puisse être d'une grande utilité dans le donjon. En remerciant le professeur, Sandera a proposé que nous nous retrouvions à la guilde pour en discuter plus longuement. Lucie propose à son tour à Fils de l'accompagner à la guilde. Ils pourront y voir quelque chose d'intéressant. Laissée seule avec le professeur, Arliusia dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. C'était un peu inattendu. Se grattant l'arrière de la tête, Beryl admet qu'il aurait pu dire non auparavant. Mais après qu'Arliusia lui a demandé de devenir instructeur, il a repris confiance en lui. Tout cela grâce à elle. Embarrassée, la jeune fille se détourna et demanda à son sensei de prendre soin de lui et lui souhaita un bon voyage. Aventurier. Individu membre de la guilde des aventuriers, dont les pouvoirs ne sont pas limités par les frontières nationales. Parcourir le monde à la demande de la guilde est un travail de rêve. Les demandes vont de la recherche d'objets disparus à la chasse aux monstres. Les aventuriers sont répartis en classes en fonction de leurs forces et de leurs capacités. La classe détermine l'importance des tâches qu'ils peuvent assumer. Le grade le plus élevé est le noir. Son titulaire est capable de défendre un pays entier. Il existe une telle personne dans le royaume du Liberia, et c'est Surena Sundera, un gradé noir. Il y a 20 ans, Beryl l'a trouvée au bord de la rivière et a décidé de la recueillir. Il semble qu'ils aient été attaqués et qu'elle ait été la seule à survivre. Au début, elle avait très peur de lui. Elle ne se souvenait même pas de son propre nom. Mais le même jour, la jeune fille s'est soudain approchée du sensei et lui a dit son nom. « Je m'appelle Surena. » Au début, Beryl n'en croit pas ses oreilles. Mais une seconde plus tard, des larmes jaillissent de ses yeux. Elle n'est plus cette petite fille effrayée. Maintenant, elle est une héroïne célèbre. Beryl continuerait-elle à la laisser payer son propre logement? Au fait, Landride était de rang platine. Il semble qu'il ait atteint de grands sommets, après quoi il a décidé de prendre sa retraite. Peu de temps après, le bâtiment de la guilde des aventuriers. La porte du bureau s'ouvre et le vieil homme derrière le bureau salue les invités. Il s'est présenté comme le chef de guilde de la branche Liberis, Nidas. Son assistante, Megan, se tient à ses côtés. Et pour une raison ou une autre,
Ce type fixait Beryl d'un air soupçonneux. Prenant place à la même table que l'invité, Nidas dit qu'ils ont entendu parler de lui par Surena et Lucidono. Puisque même le commandant de la division magique parlait si bien de lui, il serait certainement en mesure de les aider. Cependant, Megan demanda au maître de guilde de ne pas prendre de décision hâtive. Malgré les recommandations louables, l'assistant n'était toujours pas d'accord pour laisser une personne inconnue entrer dans le donjon avec les aventuriers. Et le problème n'est même pas qu'il ne fasse pas confiance au professeur de Surena. Il craint d'être gravement blessé, voire de mourir. Dans une guilde d'aventuriers, le plus important est la confiance. Imaginons qu'il laisse un civil entrer dans le donjon et qu'il y meure. Après cela, des rumeurs se répandraient, et, qu'elles soient vraies ou non, la guilde perdrait toujours la confiance des gens. En expliquant cela, Megan a demandé à Gardenian-sama s'il avait déjà combattu dans des donjons. Beryl répondit à son tour qu'il avait effectivement été dans l'un d'eux une fois. Cela a suscité l'intérêt de tous les participants. Megan a décidé de clarifier ce qui s'était passé. Beryl a alors révélé qu'après n'avoir vaincu aucun monstre, il a couru vers la sortie. Finalement, il ne s'est plus jamais approché de ce donjon parce qu'il avait peur. Lorsque Lucie entendit cela, elle demanda à l'homme s'il était un enfant. Si c'est comme Beryl l'a dit, alors ce n'est qu'un nouveau venu. Par conséquent, il n'était pas sûr que la guilde doive confier la vie de ses membres à une telle personne. Furieuse d'une telle décision, Surena a déclaré qu'un enseignant n'est pas quelqu'un qui meurt si facilement. Et tandis que Beryl leur demandait mentalement de ne pas se battre pour lui, la voix de Lucie se fit entendre à côté de son oreille. La jeune fille avait laissé entendre que dans un tel séas, Sensei n'avait qu'à démontrer qu'il maîtrisait au moins le rang de platine. Et s'il est au même niveau qu'un rang noir, ni le maître de guilde ni son assistant n'y verront d'inconvénient. Il a fallu un peu plus de temps pour que tout le monde ici réalise l'essence de cette idée. Le maître de la guilde a été le premier à comprendre comment l'organiser. Bientôt, le combat entre la double lame de dragon et l'homme mystérieux allait commencer. Les personnes rassemblées autour commencèrent à parier sur les participants. Comme d'habitude, la rencontre avec Lucie s'est mal terminée pour Beryl. Elle a même réussi à convaincre l'assistante de se battre. Surena elle-même était heureuse d'avoir l'occasion de se battre contre son professeur. Les auteurs de ce spectacle s'installent à leur tour à la table et se préparent à regarder. Assis à côté du commandant, Ficelle comprit enfin ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle affirmait qu'ils allaient voir quelque chose d'intéressant. Il s'avère qu'elle s'attendait à ce résultat dès le départ. Ce n'est pas que Megan soit contre. Je veux dire, ils veulent juste mesurer la force de cet homme. Il s'est même surpris à se demander comment ce type se battrait-il contre un grade noir. Le rang le plus élevé qu'un aventurier puisse atteindre est celui d'océan. Ce sont les mots que Beryl a entendus. De nombreuses personnes ont rejoint la guilde dans l'espoir de l'atteindre, mais personne n'a pensé à atteindre le noir. Parce que si vous avez un grade noir, cela signifie que vous n'êtes plus humain. Parmi tous les spectateurs, une seule personne a parié sur un inconnu d'âge moyen. Il n'y avait aucune chance que cette bouffonnerie permette à Beryl de rester concentré. Par rapport à ses autres élèves, c'est sans compter Kuluni, qui manque souvent à l'appel, ou Arlusia, qui est trop occupé pour venir à l'entraînement. Exactement, il n'y a pas d'erreur, par rapport à tous, Surena est d'un tout autre niveau. Le combat est sur le point de commencer. Tout le monde était impatient de s'amuser. Lorsque le début du combat a été annoncé, Surena a couru vers la presse, se préparant à frapper Sensei d'un coup de pied latéral dans les côtes. Cette fille était devenue nettement plus rapide depuis leur dernière rencontre. Beryl sortit son épée et bloqua le premier coup. Il donna ensuite un second coup d'épée, que l'homme esquiva. Si elle avait été une personne normale, sa série d'attaques se serait arrêtée là. Mais inexplicablement pour Sensei, la fille lui asséna un autre coup en demi-tour, qu'il esquiva, pratiquement au ras du sol. Au début, on aurait pu croire qu'elle utilisait la technique des 3 coups de poing à partir d'une position d'achèvement du mouvement. Logiquement, le troisième coup d'épée aurait dû être le dernier. Cependant, Surena n'allait pas s'arrêter. Elle continue d'attaquer Sensei sans lui laisser la possibilité de contre-attaquer. Le spectacle d'un Surena féroce a bien amusé les spectateurs. Il était évident que ce combat allait être difficile pour lui. Sandera n'est pas une combattante facile, car elle utilise jusqu'à 2 épées. Il y a quelques années, un dragon est apparu à l'ouest du Liberia, mais les chevaliers étaient trop loin. La guilde n'a eu d'autre choix que de déclarer une mission d'urgence pour détruire ce dragon. À l'époque, ils ne connaissaient pas les incroyables capacités de ce dragon. Il avait la capacité de guérir instantanément n'importe quelle blessure. Même les aventuriers qui s'étaient lancés, y compris les rangs de l'océan, ne purent l'égaler. La nouvelle espèce a été baptisée plus tard le dragon immortel. Surena Sundera était alors classée disque de platine. Mais elle est devenue celle qui pouvait encore vaincre ce dragon. Avec une vitesse incroyable, elle assène coup sur coup, et le dragon n'a tout simplement pas le temps de récupérer
et finit par s'affaiblir à cause de la perte de sang. La plus grande arme de Sandera est son incroyable endurance. Pour remplacer son épée endommagée, des lames jumelées ont été forgées à partir de la griffe d'un dragon immortel et nommé Twin Dragons. Pendant ce temps, la vitesse des attaques de Sandera ne cessait d'augmenter. Beryl n'a aucune chance de riposter. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant était de se défendre contre ces attaques incessantes. En observant ce combat acharné, Madame Megan a demandé à Madame Diamond s'il était possible que Sandera se retienne. Répondant qu'elle avait l'air sérieuse, Lucy a décidé de vérifier auprès de Fils ce qu'elle en pensait. Après avoir reçu exactement la même réponse, Lucy a demandé à l'assistant du chef de guilde s'il pensait que Sandera voulait perdre intentionnellement pour donner une bonne image à son professeur. Megan explique à son tour qu'il n'a pas exclu cette possibilité. En fait, il sait lui-même que cette femme n'est pas du genre à faire quelque chose d'aussi banal. Plus la bataille durait, plus les gens voulaient l'arrêter. Ce vieil homme a déjà montré ce dont il était capable. S'il n'en finit pas maintenant, il risque de mourir. En même temps, Surena elle-même était à nouveau convaincue que son professeur était vraiment une personne incroyable. Personne d'autre que lui n'était capable de résister à ses attaques. C'est pourquoi Sandera espérait tant que Sensei ne perde pas contre elle. Elle ne se retient pas parce qu'elle veut que le professeur la surpasse. Bientôt, le moment arriva où Beryl put enfin ralentir le rythme de l'attaque de Surena. Après un nouvel élan, il bloqua la lame de son adversaire au plus près de la garde. Beryl donna alors un coup sec à son épée, tordant le bras de Sandera dans une position inconfortable. En conséquence, la paume de la jeune fille se desserra et l'arme s'envola de sa main vers le ciel. Une technique similaire est appelée kuzushi et est utilisée dans les arts martiaux. Elle consiste à déséquilibrer l'adversaire. Cependant, Beryl a trouvé sa propre interprétation de cette technique. Il l'a appelée Konoha Kuzushi, c'est-à-dire feuille écrasante. Sa technique détruit la position de l'adversaire et le désarme en même temps. Maintenant que Surena n'a plus qu'une épée, Beryl a la possibilité de contre-attaquer. Mais au moment de porter le premier coup, il a desserré l'une de ses paumes pour une raison inconnue. Tenant l'épée d'une main, il balaya l'arme de son adversaire d'un geste sec. Dans la seconde qui suivit, l'homme saisit la lame qui avait volé de la main de Sandera quelques instants plus tôt. Personne dans l'assistance ne pouvait s'attendre à une telle évolution. Un inconnu ordinaire d'âge moyen d'une petite campagne a vaincu l'aventurière Sandera, classée noire, en la plaquant au sol et en lui mettant une lame sous la gorge. Il éloigne l'épée de la gorge de son apprenti. Beryl est fière de dire qu'elle est devenue beaucoup plus forte. Mais, comme l'a souligné Madame Sandera elle-même, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Lorsque l'homme a tendu la main à l'étudiante pour l'aider à se relever, les gradins ont hurlé. Le gars qui a osé faire le seul pari sur un inconnu a fait le plus gros score de sa vie. Megan se leva de table et le maître de la guilde Nidas demanda ce qui se passait. En réponse, l'assistant a révélé qu'il voulait appeler les nouveaux arrivants pour qu'ils rencontrent Gardenant-sama. Admirative du combat qu'elle a vu, Lucy demande à son élève d'analyser tout ce qui s'est passé. Pour autant que Ficelle le sache, Surena-san de Double Dragon Blade est droitière. La fréquence des attaques avec la main gauche était nettement plus faible. Surena l'utilisait plutôt pour les feintes et sa main droite pour les coups de grâce. C'est pourquoi Beryl visait sa main gauche. En fait, il est étonnant que cet homme ait réussi à trouver une ouverture sous une grêle de coups aussi frénétique. À ce propos, Ficelle se demandait pourquoi Madame la commandante avait organisé ce spectacle. C'était pour s'amuser? Expirant avec irritation, Lucy explique que c'est parce qu'elle n'aime pas ça. Perplexe, Ficelle décide alors de préciser si la commandante déteste son professeur. Mais ce n'est pas le cas. Lucy estime que tous ceux qui ont atteint un tel niveau d'excellence doivent l'égaler. Après le combat, ils ont discuté un moment. Lady Diamond était très surprise qu'il ait pu résister à sa magie avec une épée ordinaire. Essieuse compétence était vraiment incroyable. Malgré ses éloges, Beryl a dit que si c'était réel, il n'aurait pas pu sauver Ficelle. Lucy l'aurait utilisé comme otage et n'aurait eu aucun mal à l'achever. Après cela, Lucy a commencé à penser que cet homme était obsédé, non pas par le fait de gagner ou de perdre, mais plutôt par le fait qu'il n'arrivait pas à accomplir quoi que ce soit. Laisser un maître comme lui à l'abandon est une perte de temps et de talent. Il peut se faire un nom en tant qu'instructeur au Liberia, mais cela ne suffit pas. Il y a forcément des gens quelque part qui ont besoin de ses compétences. Ces élèves et Lucy doivent lui donner un coup de main pour qu'il devienne un homme très célèbre. Après avoir écouté sa commandante, Ficelle, irritée, remarque un détail. Vient-elle de dire qu'elle utilisait son apprenti comme otage? Pendant ce temps, Megan était déjà prêt à présenter ses nouveaux compagnons à Beryl. Ouvrant la porte, l'homme entre dans la pièce et voit les 3 aventuriers. C'est avec eux qu'il va bientôt descendre dans le cachot. Déjà en route vers le donjon, assis dans le chariot,
Les nouveaux camarades de Beryl apprennent qu'il est le maître de Landride. Au même moment, Landride éternue dans un dojo quelque part au milieu de nulle part. Les aventuriers ont été surpris lorsque Landride a décidé de prendre sa retraite. Au moins, ils comprenèrent maintenant pourquoi il avait pris cette décision. Il a déjà enseigné à tous les trois, et ils sont donc honorés de rencontrer le sensei de leur professeur. L'homme aux cheveux bruns a immédiatement proposé à Beryl Udono de lui rendre visite au dojo de temps en temps. Beryl lui-même serait d'accord, mais il est sûr que son père le chassera à nouveau dès qu'il le verra. D'ailleurs, il ne s'attendait pas à s'entendre aussi rapidement avec chacun d'entre eux. Revenons au moment où Megan a dû le présenter à ses nouveaux coéquipiers. Le premier des trois aventuriers est un certain Porta. Il a un rang de bronze et est le chef du groupe. La fille aux cheveux verts s'appelle Nadli et elle est également classée bronze. Le dernier aventurier, cependant, s'avéra être de rang argenté et se présenta sous le nom de Salikats. Ces trois-là avaient vu Surena et son maître se battre, et c'était donc un honneur de les rencontrer tous les deux. Ils ont ensuite parlé du monstre non identifié. Malheureusement, ils n'ont encore aucune trace de ce monstre. Le donjon dans lequel ils vont se rendre aujourd'hui est l'un des endroits qu'il peut habiter. Il est très important qu'ils ne soient pas imprudents. S'ils rencontrent ce monstre, ils doivent quitter le donjon le plus rapidement possible. Leur vie est ce qu'il y a de plus précieux. Et lorsque Sandera a demandé à l'assistant du maître de la guilde quelle était leur destination, Megan a dit qu'ils se rendraient dans la région sud de la forêt d'Azaramia. Là, ils devront explorer la grotte de Greenwatch. Une fois à l'entrée de la grotte, Sandera expliqua aux aventuriers débutants qu'elle et Beryl Dono marcheraient derrière eux et les surveilleraient. Les nouveaux arrivants doivent surmonter eux-mêmes diverses difficultés. Sandera et son maître ne sont là que pour les aider en cas de besoin. Le risque d'apparition d'un monstre inconnu demeure, et Beryl a donc décidé de prendre un selfie. Il est différent de son passé. Il ne veut plus tourner le dos au monstre et s'enfuir. Maintenant, il doit se protéger et protéger les autres. Alors qu'il réfléchit, l'homme glisse soudain. Ses camarades lui ont demandé s'il allait bien. Ce à quoi le sensei, embarrassé, a répondu qu'il allait bien. Se tournant vers Salikats, le chef d'escadron lui demande s'il sent quelque chose. En tendant la main vers l'avant, l'homme encapuchonné a regardé l'anneau lumineux et a dit qu'il n'y avait personne à proximité. Beryl voulait savoir ce qu'était l'objet qu'il portait au doigt. Surena, à son tour, lui dit qu'il s'agit d'un anneau de rassemblement, un instrument magique qui émet de la lumière lorsque des êtres vivants se réunissent. Salikats est un détecteur. Son rôle est de rendre la traversée du donjon plus sûre en détectant les monstres le plus tôt possible. Porta et Nadli le protègent. Ce sont les bases de l'interaction dans un groupe de 3. Pendant que Surena l'expliquait, Salikats a prévenu tout le monde qu'il y avait beaucoup de monstres devant nous. Il s'est avéré qu'il s'agissait de gobelins. Et il y en a un certain nombre ici, tout un havre de paix. Se cachant derrière un rocher avec les autres, Beryl demanda ce que les gobelins faisaient là. En regardant de plus près, il remarqua que les monstres mangeaient leurs semblables. Ils pratiquent le cannibalisme. La question se pose maintenant de savoir ce que la bande d'aventuriers doit faire. Repartir dans l'autre sens ou s'engager dans la bataille. La décision a été prise de détruire les monstres. Porta sort ses couteaux de lancer et dit à Salikats de procéder comme d'habitude. L'instant d'après, un couteau transperce la tête d'un des gobelins. Profitant de l'attaque surprise, les 3 aventuriers débutants sortirent de leur cachette et se jetèrent sur les ennemis. Remarquant le visage inquiet de son sensei, Surena dit qu'elle comprenait ce qu'il ressentait. Quoi qu'il en soit, il devrait se débrouiller seul. Son élève a raison. Ils ont un très bon travail d'équipe. Porta attire tous les ennemis sur lui tout en étant soutenu par Nadli. Et s'il arrive qu'un monstre sorte soudain de son embuscade, Salikats couvrira ses camarades depuis l'ombre. Il est classé argent, il est donc mieux placé qu'eux pour juger de la situation. Il semblait impossible de trouver des failles dans leur tactique. Cependant, au cours de la bataille, ils n'ont pas réussi à repérer l'un des gobelins qui se tenait en embuscade à l'aide d'une lance. Heureusement, leur arrière était couvert par un aventurier de rang noir. Déployant l'épée attachée à la corde, Sandera écarte le danger. Les gobelins, bien que faibles, sont assez rusés. Sandera a demandé aux nouveaux venus d'être extrêmement prudents la prochaine fois et d'essayer de vérifier le terrain avant le combat si possible. Une fois la bataille terminée, les aventuriers tentèrent de comprendre ce qui s'était passé ici. Selon toute vraisemblance, les gobelins avaient eu recours au cannibalisme à cause de la faim. Surena Sundera a demandé à Porta ce qu'il en pensait. La première chose qu'il se demande, c'est pourquoi les gobelins ne sortent pas de la grotte pour chercher de la nourriture s'ils meurent littéralement de faim. Il est fort probable qu'ils aient eu peur de quelque chose. Peut-être qu'un monstre est apparu près du donjon et a commencé à tuer les gobelins. Beryl était stupéfaite que ce garçon puisse arriver à une telle conclusion simplement en observant les gobelins.
Les aventuriers sont vraiment incroyables. Cet endroit pourrait être extrêmement dangereux. Pour aujourd'hui, le groupe a décidé de terminer son enquête et de faire un rapport à la guilde. Regardant ses camarades, Beryl demanda à l'apprenti ce qu'elle pensait d'eux. Surena répondit que tous, et Porta en particulier, avaient bien travaillé. Ils raisonnaient bien et prenaient des décisions judicieuses, ce qui était d'excellente qualité pour un chef. La jeune fille a alors posé une contre-question au sensei. Beryl répondit qu'il pensait qu'ils avaient un bon travail d'équipe et qu'ils se battaient bien. De plus, ils n'hésitèrent pas à tuer des monstres. S'ils hésitaient ne serait-ce qu'une seconde, certains d'entre eux risquaient d'être blessés. Ils sont manifestement bien meilleurs que ne l'était Beryl à l'époque. Entre-temps, Nadli a remarqué quelque chose. Le chef d'équipe s'est blessé à la main. Porta a essayé de s'en sortir en disant que ce n'était qu'une blessure, mais Nadli a crié qu'on ne pouvait pas traiter des blessures comme ça et lui a demandé de lui donner sa main. Après s'être excusé auprès de la jeune fille, Porta la remercie de l'avoir toujours aidée. Nadli lui rappelle à son tour que c'est elle, au contraire, qui a toujours eu besoin de son aide. Cette conversation a été observée par Beryl. Il s'apprête à demander quelque chose au Salikats, assis à côté de lui, mais ce dernier lit dans ses pensées et lui confirme que ces deux-là agissent toujours ainsi. Ils ne peuvent pas se l'avouer l'un à l'autre, mais tout le monde sait depuis longtemps qu'ils sont des tourtereaux amoureux. Soudain, Sandera interrompt leur conversation en criant « Hey !» Salikats s'est excusé et a promis de ne plus en parler. Mais la fille a dit que c'était bon et qu'elle voulait juste écouter aussi. Porta a un peu trop bu hier soir, et voici ce qu'il a dit à Salikats. Les aventuriers ont un proverbe. Aller sous terre est le premier pas d'un gars pour devenir un homme. Beryl a aimé cette phrase. Ce sont de bons mots. Surena, à son tour, ne supportait pas l'entêtement de ce type et proposa à ses camarades de les aider à se rapprocher lorsqu'ils auraient terminé leur tâche. Au fait, Salikats a été très surpris par le comportement de Surena-san. Il ne pensait pas qu'elle était intéressée par de tels sujets de conversation. Il est temps de quitter la grotte. Sur le chemin de la sortie, Porta surprend à chaque fois le regard étrange de Surena. Et lorsqu'il lui demandait si quelque chose n'allait pas, il répondait « non » et lui conseillait de rester sur ses gardes et de continuer à avancer vers la sortie. Le groupe d'aventuriers se retrouva bientôt à l'extérieur du donjon. Salikats et Nadli confirmèrent qu'il n'y avait pas de monstres dans les environs, et Porta suggéra de sortir rapidement de cette forêt. Au début, Beryl pensait elle aussi que tout allait bien. Soudain, avec sa vision latérale, il aperçoit quelque chose d'étrange dans les profondeurs de la forêt. En tournant la tête, il ne trouve personne. Remarquant le regard méfiant de son professeur, Surena lui demande ce qui ne va pas. L'homme a prévenu que quelque chose n'allait pas, mais la bague de Salikats ne réagit pas. Ce n'est que l'espace d'un instant que Beryl remarqua une ombre gigantesque. Mais s'il s'agissait d'un monstre, il ne pourrait pas se déplacer aussi vite près des arbres. Au même moment, l'ombre réapparaît, mais cette fois au-dessus de leur tête. L'énorme créature se dirigea à grande vitesse vers les aventuriers. Beryl a immédiatement crié à ses camarades pour les avertir du danger qui venait d'en haut. Les nouveaux venus n'avaient aucune chance de réagir à une attaque aussi soudaine. Porta a couru vers Nadli et lui a crié de descendre. Au même moment, Surena, qui a couru vers lui par derrière, l'a attrapé par la peau du cou et a essayé de l'éloigner. Mais elle n'en a pas eu le temps. Le monstre manqua Nadli, qui était tombé à genoux, et percuta Porta à pleine vitesse. Sous l'effet d'un coup aussi puissant, l'homme s'envola à une grande distance, heurtant le sol à plusieurs reprises. Levant la tête, Nadli sursaute et voit le chef d'escadron allongé, immobile, à plusieurs dizaines de mètres d'elle. Le monstre a frappé le garçon avec ses griffes au niveau du cou. Pendant ce temps, la créature avait déjà atterri à proximité, la tête d'un aigle et le torse d'un lion. Il s'agit sans aucun doute d'un griffon. Suren a immédiatement ordonné à tout le monde de ne pas bouger. C'est un monstre très dangereux. Dans le passé, il y a eu un griffon que même la guilde n'a pas pu détruire. Nommé par une personne en détresse, Abnormal Grayson. Nommé. Parmi les nombreux types de monstres, il y a des spécimens spéciaux qui sont difficiles ou impossibles à détruire. La guilde a donné des noms à ces monstres et a appelé à une vigilance particulière à leur égard. Ils sont considérés comme des catastrophes naturelles plutôt que comme des êtres vivants. Les cas de meurtre de personnes nommées sont extrêmement rares. Un griffon nommé Abnormal Grayson, soleil gris anormal, est un individu particulièrement en détresse. Un être aussi puissant se tient maintenant devant Beryl et son équipe. Porta n'a toujours pas bougé depuis le coup. Est-il encore en vie? La principale préoccupation de Beryl est désormais de l'aider. Mais Surena a réagi plus vite. Se précipiter vers le griffon. Elle effectue un tacle glissé, se glissant entre les jambes du monstre. Bientôt, elle se trouve à côté du corps d'un camarade blessé. Porta respire encore. La blessure est très profonde. Il a besoin de soins médicaux dès que possible. Pendant ce temps,
le griffon était déjà prêt à bondir sur Surena. Soudain, la créature ressentit une pression inexplicable, comme si quelqu'un essayait d'entraver ses mouvements avec des tentacules. Sautant de côté, le monstre vit l'homme couper l'air là où il se tenait. Si l'attaque de cette Beryl avait atteint sa cible, la bataille aurait peut-être déjà pris fin. Gardant les yeux sur son adversaire, Beryl demanda à Suren d'aider le garçon blessé. « S'il vous plaît. » Il parle avec assurance sans regarder le disciple. Il n'y avait pas d'autre choix. Surena devait faire confiance à Sensei et lui laisser cette horrible créature. Plaçant Porta sur ses épaules, la jeune fille ordonna à Nadli et Salikats de la suivre. S'enfuyant du champ de bataille, Surena se contenta de marmonner avec agacement. « Merde !» Au même moment, le monstre s'apprête à attaquer Beryl. Alors que le griffon se rapprochait de l'ennemi, il laissa passer du mana sous forme de feu à travers ses plumes. Dans la seconde qui suivit, il avait déjà libéré toute l'énergie magique vers l'extérieur. En volant vers Beryl, de puissants jets de flammes brûlent tout sur leur passage. Certains monstres sont dotés de pouvoirs magiques, mais les personnes possédant du mana le sont encore moins. Malgré cela, tous les individus ne sont pas capables d'utiliser la magie. Beryl avait prévenu Lucie avant même qu'il n'entreprenne ce voyage. Utilisant l'épais tronc d'arbre comme bouclier, il survécut à cette attaque et se précipita immédiatement pour contre-attaquer. Réduisant rapidement la distance avec son ennemi, il donna un coup d'épée. Au même instant, le corps du griffon devint très chaud. La lumière vive commence à aveugler littéralement Beryl. Sous l'effet d'une telle température, la lame de l'homme fondit sous ses yeux. Sensei sauta sur le côté et esquiva une nouvelle attaque de feu du monstre. La température de son corps est si élevée qu'elle peut faire fondre une épée. Comment Beryl parvient-elle à dominer une force aussi incroyable? Puisque l'épée était maintenant brisée, il serait difficile pour Beryl de blesser sérieusement l'ennemi. Mais il ne peut pas non plus s'enfuir. S'il le fait, le monstre pourrait s'en prendre à Surena et aux autres. Dans ce cas, il n'a d'autre choix que de vaincre le griffon ou de mourir au combat. Surena et les nouveaux arrivants avaient déjà réussi à se mettre à bonne distance. Ordonnant à Nadli et Salikats de s'occuper du traitement de son camarade, puis de rouler plus vite jusqu'au village voisin, la jeune fille retourna en courant sur le champ de bataille. Elle sortit une potion spéciale et soigna au fur et à mesure la blessure que le griffon avait laissée sur son bras en tentant d'éloigner Porta. Surena ne pouvait pas se pardonner d'avoir été une telle perdante. Elle avait mis le professeur en danger de mort. Sensei a pu repérer le monstre avant elle et s'est retrouvée seule pour protéger ses camarades. Si seulement elle pouvait réagir aussi vite, elle pourrait protéger Por, puis elle et son professeur pourraient vaincre ce griffon. Est-elle redevenue celle que l'on protège? Et puis bang! Flashback soudain. Il y a 20 ans. La petite Surena se promène dans une charrette avec ses parents. En se retournant, le père demande à sa fille si elle est fatiguée, ce à quoi elle répond qu'elle va bien. Ils doivent atteindre la prochaine ville avant le coucher du soleil. Surena, qui ne se doutait de rien, venait de se faire une couronne quand soudain un cri retentit. « C'est quoi ce bordel ?» Il y a eu une attaque ennemie et le chariot a commencé à se renverser. Tirer sa femme contre lui. Le père a tendu la main vers Surena, effrayé, pour essayer de l'attraper. La jeune fille tente de s'accrocher à son père. Tout aussi soudainement, elle s'aperçut qu'il ne restait de lui qu'un bras coupé. Finalement, la charrette, les chevaux et Surena sont tombés d'une immense falaise. La jeune fille s'est réveillée avec une voix inconnue qui essayait de la réveiller. S'asseyant sur le lit, elle regarda autour d'elle et se retrouva dans une pièce qui lui était inconnue. Une voix à l'extérieur de la porte a demandé à sa mère d'aller chercher de l'eau chaude, l'avertissant que la jeune fille était réveillée. Lorsque l'inconnu est entré dans la pièce, il a demandé à Surena si elle allait bien et quel était son nom. Il lui a d'abord semblé effrayant, et elle s'est détournée avec horreur en criant. Ce comportement a fait comprendre à Beryl que cette fille avait vécu quelque chose de traumatisant, et il a donc décidé de lui laisser un peu de temps pour se rétablir. Elle n'a rien mangé ce jour-là. Beryl a essayé de s'occuper d'elle toute la journée sans se reposer. Il ne voulait pas la laisser seule. Et si elle se réveillait, et qu'il n'y avait personne? Cela l'effraierait encore plus. L'hiver arrive et Surena a de la fièvre. Son état s'est gravement détérioré et, à ce rythme, elle aurait pu mourir sans soins médicaux appropriés. Comprenant que le médecin doit être encore au village, Beryl s'habille et s'apprête à courir vers lui. Mais le docteur accepterait-il de venir par ce temps? Dans son délire inconscient, Surena n'arrêtait pas d'appeler papa et maman. Elle ne voulait pas être seule. Soudain, une voix calme et chaleureuse se fait entendre. C'est bon. Après avoir repris conscience, la jeune fille s'est à nouveau retrouvée dans une pièce inconnue avec des inconnus. L'infirmière l'informe qu'elle est à l'hôpital, puis lui demande comment elle se sent. Surena était sur le point de crier, mais elle a senti la main chaude de quelqu'un sur son bras. En tournant la tête, elle aperçoit le même homme aux vêtements trempés, assis à côté de son lit. Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi dès son arrivée. Dès qu'elle voit son visage, la peur semble s'évaporer. Qui est cet homme désespéré qui ne veut pas la laisser tranquille?
Dans cette neige abondante, il l'a prise dans ses bras et s'est enfui de chez lui. Grâce à lui, Surena a été sauvée. Lorsque la jeune fille s'est rétablie, elle est retournée chez elle avec Beryl. À partir de ce jour, elle a commencé à faire entièrement confiance à son sauveur. Bientôt, Beryl confie la jeune fille à de bonnes mains. Surena a alors promis qu'elle s'efforcerait de se lever comme cet homme. Elle veut être le genre de personne qui est prête à aider n'importe qui, même à des personnes dont il ne connaît même pas le nom. Remettant ce qui restait de son épée au fourreau, Beryl s'élança à l'assaut du redoutable ennemi. Repoussant la patte du griffon, il lui asséna un coup d'épée dans l'œil. Le sang jaillit de l'œil du monstre. Avec un rugissement de douleur, la créature saisit l'épée de l'homme avec sa patte. Après cela, ils sont tombés tous les deux sur le sol. Le griffon était dans une position délicate, ce qui signifiait que Beryl avait une nouvelle chance d'attaquer. Profitant du fait que le monstre tenait son fourreau, l'homme sortit ceux qui restaient de son épée. D'un coup, il plongea la lame dans l'autre œil du griffon. Mais soudain, il ressent une sorte de brûlure provenant du museau de la créature. Le feu brûlant fit fondre l'épée en éclats et brûla le poing de Beryl en même temps. Des flammes jaillissent des yeux que l'homme a creusés. Continuant à tenir le fourreau, Beryl commença à essayer de se défendre avec celui-ci contre les pattes du griffon. Mais le monstre se révéla beaucoup plus fort physiquement. Le poussant contre l'arbre, il commença à rassembler tout le mana qu'il avait dans la gorge. Quel genre de monstre est-ce? Il a perdu la vue, mais c'est comme s'il s'en fichait. Beryl est heureux d'avoir pu tenir aussi longtemps. Il est sûr que Surena et les autres ont pu s'échapper. Même quelqu'un comme lui pourrait être utile. Au même moment, Surena retourne sur le champ de bataille. Courant sur place, elle vit son maître plaqué contre un arbre par un griffon. Entendant le cri de sa disciple, Beryl la regarda. « Surena » s'écrie-t-il en tendant la main vers elle. En un instant, un grondement sinistre se fait entendre et une odeur de bois brûlé envahit l'espace. Le griffon fait jaillir un feu brûlant de son bec. Mais d'une manière ou d'une autre, Beryl a coupé la patte du monstre et a réussi à se mettre hors de portée de l'attaque à temps. La créature poussa un nouveau rugissement de douleur insupportable. Beryl resta encore un moment immobile, essayant de reprendre son souffle. Dans sa main, il tenait l'épée ensanglantée que Surena avait réussi à lui lancer à la dernière seconde. Griffon utilise une armure thermique qui a fait fondre l'épée de Beryl. Cependant, cette armure ne couvre pas tout son corps. Elle l'épuise également beaucoup. Maintenant, il ne pourra plus maintenir les flammes au même niveau qu'auparavant. Les épées résistantes à la chaleur utilisées par Surena vous permettront de frapper son cou, le bas de son corps et ses ailes. À eux deux, avec ces épées, ils pourront vaincre le soleil gris anormal. Après avoir discuté d'un plan d'action, Beryl et son apprenti se lancent dans la bataille contre un puissant ennemi. Mais alors qu'ils commençaient à réduire la distance, le griffon battit des ailes, formant un semblant de prison de feu autour de lui. Heureusement, Beryl réussit à se frayer un chemin jusqu'à son adversaire plus vite qu'il n'a pu activer ce sort. Avec Surena, il blesse l'ennemi par des fentes fulgurantes, coupant les muscles de ses pattes arrière. Beryl a été très surprise par la rapidité de son élève. Elle était juste derrière lui. Surena elle-même était étonnée par les compétences de son professeur. Il avait si facilement compris ce qu'elle voulait faire et avait attaqué de la même façon. Incapable de rester au sol plus longtemps, le monstre battit des ailes et s'éleva dans le ciel. Se retournant rapidement dans les airs, il rassembla à nouveau une énorme quantité de mana dans son bec. Beryl devina que le griffon allait brûler tout ce qui l'entourait. Sans hésiter une seconde, l'homme lança son épée sur l'ennemi. Il semble qu'il ait manqué le monstre. En réalité, il voulait simplement rendre l'arme à son propriétaire. Levant la main, Surena saisit l'épée par la poignée. Pendant qu'elle est en l'air, elle déroule l'une des lames attachées à la corde. D'un geste habile, la jeune fille transperce la tête du monstre. Ensuite, en utilisant la corde pour se hisser jusqu'à elle, elle donna un dernier coup de la seconde épée. L'ennemi vaincu tomba au sol avec fracas. Surena resta encore un moment allongée sur le corps mou du griffon mort. En regardant la lame fissurée de l'une de ses épées, elle poussa un soupir de soulagement. Se rappelant soudain que ce n'est pas le moment de se reposer, la jeune fille veut savoir si le professeur est blessé. C'est alors qu'en tournant la tête, elle aperçoit Beryl qui court à toute allure vers elle. Saisissant l'embarrassante Surena par les épaules, le maître commence à lui demander si elle va bien et si son bras blessé lui fait mal. En disant qu'elle avait déjà arrêté le saignement, la jeune fille a demandé à l'enseignant ce qui n'allait pas avec son bras. Ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire, Beryl jeta un coup d'œil à sa paume gauche. Ce n'est que maintenant qu'il se rend compte à quel point cela lui fait mal. S'excusant auprès de l'élève, l'homme se demanda si elle avait encore ses potions sur elle. Surena a promis d'aider le maître en lui demandant de le lui accorder. Quelques jours plus tard, le bâtiment de la guilde des aventuriers. Inclinant la tête, Porta, couvert de bandages, s'est excusé auprès de ses sauveurs d'avoir causé des problèmes. Beryl s'est contenté de dire qu'il n'y avait rien de mal à cela et qu'il était heureux que le garçon ait pu survivre. Grâce à sa décision rapide,
Il a pu sauver Nadli. Il a fait du bon travail. N'oublions pas non plus qu'il a été attaqué par un monstre nommé et qu'il a réussi à survivre. C'est déjà un exploit. Au milieu de leur conversation, Megan entre dans la pièce et s'excuse de son intrusion. L'assistant du chef de guilde a demandé au garçon comment il se sentait, ce à quoi il a répondu que son corps était encore un peu endolori, mais qu'il se sentait mieux. S'inclinant devant le garde Niandono, Megan déclara qu'il avait entendu dire que l'homme était capable de combattre à lui seul le soleil gris anormal. Il tenait à le remercier pour l'effort considérable qu'il avait fourni. Cependant, à sa grande surprise, Beryl a dit que ce n'était pas à son honneur. Il devrait remercier tous les membres de son parti. Beryl n'a pas pu ramener tout le monde sain et sauf. Il voulait s'excuser de ne pas avoir pu tenir sa promesse. Megan se contenta de baisser le regard et de rester silencieux. Surena, à son tour, a demandé au maître de ne pas dire cela. À ce moment-là, un employé est entré en courant dans la pièce et a demandé à Megan Sama de descendre un instant. S'intéressant au départ de l'assistant du maître de la guilde, Beryl lui demanda ce qui se passait. Après avoir dit au revoir à Sandera et à son professeur, Megan quitta la pièce et fixa ses lunettes avec un petit rire. Peu de gens ont pu le voir rire. Même après avoir tenu tête au dénommé sans perdre un seul homme, il ne cesse de s'excuser. Est-ce bien le fils de Mordéo Gardenant dont tout le monde parle? Grâce à lui, le chaos règne dans la guilde. Les gens couraient d'un côté à l'autre et criaient la nécessité de réapprovisionner d'urgence les rations. Tout le monde parlait de ce griffon dont Beryl et Sundera avaient laissé le corps dans la forêt. Beryl ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si excité. Ensuite, Surena a expliqué au professeur que dans la guilde, le personnel et l'approvisionnement en marchandises étaient importants. Lorsqu'il s'agit d'un cadavre et d'un monstre nommé, tout le monde s'y met. Les marchands, les scientifiques et les mages. Il y a donc beaucoup de monde ici, et la guilde doit d'urgence leur fournir autant de rations et de chevaux que possible. Elle doit également en informer les autres guildes. La destruction d'un monstre nommé serait un événement très médiatisé. Plus tard, Beryl a invité Suren à manger. La jeune fille lui dit alors de commencer sans elle, car elle doit se changer. En attendant sa commande, Sensei réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Il n'avait jamais imaginé que la victoire sur le griffon entraînerait une situation aussi compliquée. Pendant ce temps, une femme âgée qui se trouvait à proximité criait à tout le monde d'arrêter de tourner au ralenti et de travailler plus dur. S'approchant de l'homme assis à la table, elle pose la boîte à côté de lui et lui dit de s'activer lui aussi. Déjà changé, Surena sort de la chambre et j'ai vu le maître, pour une raison ou une autre, transporter une lourde boîte quelque part. Lorsque la jeune fille en colère s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il faisait, Beryl décida de lui demander si elle savait où le mettre. C'est alors que Surena cria que les employés de la guilde devaient s'en occuper. S'adressant aux gens, la jeune fille leur a rappelé que c'est lui qui a tué le monstre nommé Abnormal Grayson en premier lieu. Il n'est pas un laquais qui doit faire leur travail. Beryl demande à son tour de ne pas écouter ce gamin, expliquant que c'est elle qui l'a achevé. Se redressant dans le lit, Porta appelle Salikatz. Il lui rappela que Landry Dono, ayant toujours laissé les autres s'approprier ses réalisations, il n'avait jamais pu atteindre le rang d'océan. Beryl Dono lui ressemble beaucoup. Porta a d'abord eu peur de cet homme, car c'est lui qui a réussi à vaincre Surena-sama. Mais après avoir appris à mieux le connaître, il s'est rendu compte que c'était une personne incroyablement gentille. Alors que Porta s'apprête à serrer la main de Beryl, ce dernier porte son attention sur sa paume. À ce moment-là, il se demanda quel genre d'entraînement éreintant cet homme avait subi pour que ses paumes soient devenues ainsi. Mais il avait peur et ne pouvait pas lui poser la question. L'objectif initial de Porto était la célébrité et la réussite. Aujourd'hui, il réalise à quel point il a été naïf. Dans ce cas, je prendrai vos réalisations pour moi. Salikatz promit de comprendre. Porto, en colère, lui a crié de ne pas rêver. Il a déjà un rang d'argent, qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Au même moment, Surena a déjà commencé à manger son déjeuner bien mérité. Bien entendu, le tout était mélangé à de la bonne bière. Assise à la même table qu'elle, Beryl, excitée, demande s'il est normal qu'elles soient les seules à se reposer. Surena lui rappelle alors qu'elles ont terminé leur travail. D'ailleurs, c'est Sensei qui est l'invité ici en premier lieu. Beryl décide alors de demander à l'élève comment les choses se sont passées depuis qu'elle a quitté le dojo. La jeune fille dit qu'elle a eu une bonne vie et que ses parents adoptifs l'ont bien élevée. Cependant, elle souhaite s'excuser auprès de son professeur pour ne pas avoir rendu visite à tous les membres du dojo. Cela faisait 20 ans, comme c'était long. Et même si elle était occupée, cela ne voulait pas dire qu'elle n'aurait pas de temps pour Sensei. Surena était égoïste. « Mais est-ce que cela a de l'importance ?» murmura soudain Beryl. « Il est heureux que Surena mange bien,
et reste en bonne santé. Elle ne devrait pas perdre son temps avec lui. Elle peut au contraire aider quelqu'un d'autre qui en a besoin. D'ailleurs, si elle le souhaitait, elle pourrait venir nous rendre visite quand elle le voudrait. Le père et la mère de Beryl seraient heureux de la voir. Dès que Beryl a prononcé ce discours, Surena s'est tapé la tête sur la table. En le regardant, la jeune fille lui dit encore quelque chose, tout en bavardant et en riant joyeusement. Megan observe la scène depuis le côté. Ils avaient l'air d'une vraie famille maintenant. Peu de temps après, Capital Forge. Donnant un nouveau coup de marteau, le forgeron salua Surenu. La jeune fille est allée droit au but. Elle est venue ici pour demander une faveur à M. Walder. Lorsque Beryl retourna à la résidence de l'Ordre des Chevaliers, il fut accueilli par Arliusia, les joues gonflées. La regardant avec horreur, l'homme se rendit compte qu'elle semblait être en colère contre lui. Où l'était-elle? Sur le chemin de la salle d'entraînement, la jeune fille demanda au professeur comment allait son bras. Beryl a répondu qu'il allait beaucoup mieux et qu'il ne pensait pas que cela affecterait son entraînement. Puis Arliusia dit avoir été informée qu'il y avait d'autres blessés. Lorsque le maître lui a dit que Surena était parmi eux, elle a été très surprise. Sensei lui expliqua qu'elle lui avait dit que ce n'était rien et qu'elle n'avait été que légèrement égratignée. Soupirant, Arliusia avoua qu'elle ne s'inquiétait pas du tout pour elle. Après tout, c'est une fille très têtue. Regardant son élève avec un sourire satisfait, Beryl était heureuse de voir que les deux s'entendèrent bien. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ils étaient comme chien et chat. Je suis sûr que c'est à cause du soleil gris anormal. C'est le pire adversaire pour un épéiste. Sans lui, tu n'aurais pas été blessé. Arliusia cria, accélérant brusquement le pas. Beryl devina immédiatement qu'elle était en colère parce qu'il était blessé. Tout récemment, elle a littéralement secoué l'esprit d'Embritz avec excitation lorsqu'elle l'a découvert. Pendant ce temps, dans la salle de formation. Ce soir, l'adversaire de Kuluni sera Evans Jean. Plus précisément, il s'agit de leur 4e combat de la journée. Dès que le combat a commencé, Kuluni a réduit la distance qui la séparait de son adversaire le plus rapidement possible. Elle donna ensuite un coup de pied latéral à la vitesse de l'éclair, espérant qu'Evans ne serait pas en mesure de suivre sa vitesse. Cependant, l'homme a réussi à bloquer le coup de poing. Esseuse camarades qui regardaient le combat ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller des compétences d'Evans. En termes de compétences, il est à peu près au même niveau qu'Embritz. Mais Kuluni est aussi incroyable. Avec un corps aussi petit, elle possède une force si extraordinaire qu'un adversaire qui la combat au corps à corps n'aurait rien à lui envier. Il n'aurait tout simplement pas le temps de riposter. Evans ne peut pas tomber dans son piège maintenant. Ne tentant pas de contre-attaquer, l'homme continua à tomber en arrière. Esquiver une nouvelle attaque. Il donna un coup d'épée qui écarta l'arme de la jeune fille et la découragea d'agir de la sorte. Mais Kuluni n'allait pas s'arrêter. Même si elle avait perdu sa concentration pendant un moment à cause de cette manœuvre de défense, elle pouvait toujours continuer à attaquer. Malheureusement, malgré sa détermination, Evans esquiva une fois de plus son coup de taille, la frappant en retour dans les côtes avec son épée de bois. Le match est terminé, Evans est devenu un quadruple vainqueur. Après avoir prononcé quelques mots acerbes et agacé son adversaire, le gars lui a demandé si son côté allait bien. L'ignorant, Kuluni se met immédiatement à faire 30 pompes. Aujourd'hui, elle est toujours aussi énergique. Cela a encouragé ses camarades, qui étaient eux aussi prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Au moment où Beryl entre dans la salle d'entraînement, il félicite son apprenti pour son bon travail. Lorsque la jeune fille a remercié le professeur de l'avoir encadrée encore aujourd'hui, Beryl lui a demandé si elle était sûre d'aller bien. Kuluni a répondu qu'elle allait bien et qu'elle avait juste des abdominaux douloureux. Mais ce n'est pas ce que Sensei voulait dire. Il pense juste que quelque chose ne va pas chez elle. Aujourd'hui, il a le sentiment, comme si elle faisait exprès de paraître si énergique. Se rendant compte qu'elle a été démasquée, Kuluni se lève brusquement et se précipite pour s'enfuir. Beryl l'a rattrapé pour lui parler en privé. Il s'avère que Kuluni est gênée par le fait qu'elle n'arrive pas à battre qui que ce soit ces derniers temps. Au début, elle ne s'en inquiétait pas, mais depuis peu, se fait la triste. Comprenant la raison, Beryl décida de vérifier auprès de la jeune fille pourquoi elle pensait perdre. Manque d'entraînement? Kuluni s'exprima d'un ton incertain. Dans la seconde qui suivit, elle accepta d'elle-même le fait qu'il s'agissait d'un délire. Le plus probable est que tout le monde s'est habitué à son style de combat. C'est son véritable avis. Son style est assez simple. Elle reste proche de son adversaire et attend le moment de frapper. Cependant, si l'adversaire parvient à garder ses distances, elle est incapable de l'atteindre avec son épée en raison de sa petite taille. Et lorsque cela se produit, elle ne voit pas comment gagner. Beryl est satisfaite de cette réponse. Elle est consciente de sa faiblesse. C'est l'essentiel. Pour résoudre ce problème, Sensei a conseillé à l'élève d'essayer de s'imaginer à la place de l'ennemi.
Elle est forte à courte portée. Il faut donc prendre des contre-mesures. Tous les chevaliers de l'ordre connaissent son pouvoir. Mais cela ne veut pas dire qu'elle peut se permettre de perdre encore et encore. Dans un combat réel, perdre signifie mourir. Tout ce qu'elle doit faire, c'est surpasser son ennemi. Et pour cela, elle doit comprendre ce que son adversaire craint le plus dans un combat contre elle. Se levant, Beryl fit signe à Kuluni de l'accompagner quelque part. Ensemble, ils sont arrivés à une petite forge de la capitale. Il comprit à la réaction de Kuluni qu'elle était déjà venue ici. Beryl dit qu'il n'était pas venu ici lui-même, mais que Surena lui avait conseillé de s'arrêter à tout moment chez ce forgeron pour voir s'il pouvait obtenir une nouvelle épée pour remplacer celle qu'il avait abîmée. Riant maladroitement, Kuluni donna un coup de coude à Sensei et suggéra qu'il se dépêche d'entrer. Une fois à l'intérieur, Beryl découvre un vaste assortiment d'épées d'une qualité incroyable. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Une voix masculine féroce et rugueuse se fit entendre. L'homme derrière le comptoir a demandé à voix haute au client s'il avait besoin d'écailles de dragon pour le médicament de sa femme. Mais il n'avait pas l'argent nécessaire pour envoyer une demande à la guilde. Et pour tuer personnellement le dragon, il est venu ici pour demander une épée gratuitement. Vous avez vraiment eu une dure épreuve. Le forgeron sanglotait, incapable de retenir ses larmes. En disant qu'il comprenait, l'homme a promis de donner au client n'importe quelle arme de sa forge gratuitement. Avec un sourire trompeur de remerciement au forgeron, le client se mit à rire mentalement. Les rumeurs sur ce type ne mentèrent pas. Il est vraiment très crédule. Au même moment, la jeune fille salue l'oncle avec une histoire tragique et, après avoir expliqué qu'elle faisait partie de l'ordre des chevaliers, lui demande de répéter exactement quel est son problème. L'homme s'est contenté de faire un signe d'irritation. Le forgeron ne comprenait toujours pas pourquoi le client avait pris un air mécontent et s'était éloigné comme ça. « Walder, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, » dit Beryl d'un ton enjoué. Le forgeron, voyant le nouveau visiteur, le reconnut aussi immédiatement. Walder était également très heureux de voir son professeur. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. L'homme n'arrive pas à croire que Sensei soit venu dans la capitale. Walder Gaspu s'est entraîné au dojo avec Ficelle et Kuluni. Il est venu au dojo dans un but un peu étrange. Il a alors expliqué à Beryl que pour forger de bonnes épées, il devait savoir ce que c'était que d'être un maître épéiste. Il ne se souciait pas de s'entraîner avec les enfants. Beryl se souvient encore de la fois où il a fait tourner le ballon d'entraînement avec les autres. Lorsque le faux client s'est enfui, Kuluni a expliqué au forgeron qu'il voulait simplement obtenir l'une des épées gratuitement et la vendre ensuite ailleurs. Cela plut à Walder, car cela signifiait que l'homme avait recueilli les propos de sa femme malade. Il était bon que tout soit résolu. En regardant l'étudiant avec un sourire, Beryl se rend compte qu'il n'a pas changé. Il a toujours été un homme très honnête. Après avoir examiné l'assortiment, l'enseignant a remarqué qu'il y avait beaucoup de bonnes balles. Son regard se pose alors sur un seul spécimen. La Zweihander est une longue épée à 2 mains. Surpris que son maître s'intéresse à cela, Walder lui demande s'il va changer d'épée. Mais ce que Beryl se demandait vraiment, c'était si une telle arme conviendrait à Kuluni. Il a dû venir ici pour trouver une nouvelle épée pour son apprenti. Toujours à la résidence de l'ordre des chevaliers, Beryl fait part de son plan à la jeune fille. Leur but était de compenser le manque de taille de Kuluni par une arme plus longue. Elle était habituée à se battre avec une épée à 1 main, mais Beryl était sûr qu'elle pouvait aussi bien manier une épée à 2 mains. Sauf qu'il y avait la question de savoir si la jeune fille serait capable de faire son combat habituel à cause de la longueur modifiée de l'arme. Beryl lui demanda à son tour de ne pas s'inquiéter. Il avait trouvé l'épée parfaite pour elle. Le forgeron était également d'accord avec le professeur. Avec sa force, Kuluni pouvait certainement faire face à une telle chose. Mais la question de savoir si elle pouvait passer d'une épée à 1 main à une épée à 2 mains restait ouverte. Beryl a donc suggéré d'essayer. L'endroit où se tenait Beryl était hors de portée de Kuluni et de son arme actuelle. Avec l'épée courte qu'elle utilisait, le potentiel de Kuluni n'était pas pleinement exploité. Une épée à 2 mains était un changement radical pour elle. Mais dans une situation comme celle-ci, essayer quelque chose comme ça était la chose la plus logique à faire. Kuluni doit d'abord faire son propre choix, et Beryl est convaincu qu'elle prendra la bonne décision. Bien sûr, il se rend compte qu'il est effrayant de choisir une voie complètement différente de celle que l'on a suivie toute sa vie. Cependant, pour l'instant, elle n'a qu'à penser à ce qu'il peut faire pour elle. Prenant le Zweihander dans ses mains, Kuluni l'examina attentivement. Ensuite, elle a placé son épée à portée de main. Cette arme était comme une nouvelle bouffée d'air pour elle. Maintenant, l'endroit où se trouvait Beryl semble être à la portée de Kuluni. Excitée par ces nouvelles sensations, la jeune fille commence à agiter le Zweihander d'un côté à l'autre, en remerciant le professeur. Lorsque Walder a enfin calmé la jeune fille pour qu'elle ne saccage pas toute la forge, Kuluni a dit à Sensei, avec admiration, qu'elle pensait pouvoir manier cette arme.
Cela a plu à Beryl. Koulouni décida d'acheter l'épée, mais Valder dit qu'il allait d'abord l'affiner un peu. Le forgeron avait encore d'autres choses à faire avec le professeur. Surena est venue le voir récemment et lui a raconté beaucoup de choses. Elle commença par dire que Beryl Dono refusait de lui reconnaître le mérite d'avoir tué le monstre nommé, et se plaignit qu'il refusait également la récompense. Elle avait donc laissé à Valder un cadeau qu'il devait maintenant remettre à l'institutrice. La patte du monstre nommé Soleil Gris Anormal. En utilisant cette chose et ses compétences, le forgeron créera la meilleure épée pour son sensei. Lorsqu'ils étaient encore dans la guilde des aventuriers, Surena avait montré son épée au maître. Sous les yeux de Beryl, presque toutes les égratignures de la lame disparurent. La jeune fille lui expliqua que cette épée avait été créée à partir du croc d'un dragon immortel et qu'un enchantement de régénération lui avait été appliqué. Grâce à cela, son arme était capable de guérir presque instantanément la plupart des dégâts qu'elle avait subis. Surena aime les armes qui ont la capacité d'un monstre. Elle était donc curieuse de savoir quel type d'épée le Soleil Gris Anormal allait fabriquer. Lui tendre la main, Valder demande à Koulouni de lui donner sa paume. Il s'en est suivi une incroyable poignée de main ferme. Il était évident que Koulouni essayait de serrer la main du forgeron aussi fort qu'elle le pouvait. En ce moment, elle ressemblait à un taureau d'une puissance terrifiante. Avec cette poignée de main, Valder a estimé les limites de la force de Koulouni. Faisant l'éloge de la jeune fille musclée, l'homme remarque qu'elle est devenue encore plus forte. Elle a de petites paumes et doit donc être plus prudente lorsqu'elle tient son épée. Et compte tenu de la longueur de ses bras, il a été décidé de raccourcir la lame. Valder a également promis d'essayer d'allonger le ricasso. De plus, en lui serrant la main, le forgeron a remarqué qu'elle avait mal au côté. L'entraînement des chevaliers est en effet trop rigide. Beryl est stupéfaite de voir que ce type a réussi à remarquer cela. Valder-san est capable de voir les capacités cachées d'une personne en lui serrant la main. Il est également capable d'associer chaque client au sabre qui lui convient. Tendant un papier à Koulouni, le forgeron lui dit que son travail coûtera exactement cette somme. La jeune fille a été surprise par la modicité de cette épée. Et c'est d'autant plus que Valder la personnaliserait personnellement. Le forgeron a alors expliqué que c'était parce que cette épée n'était qu'un prototype. Il a besoin de plus de temps pour améliorer ses lames. On peut dire qu'il ne donne à Koulouni qu'une pièce d'essai pour l'instant, une Zweihander, avec une lame légèrement plus courte. Pendant ce temps, en prenant la feuille des mains de l'étudiante Beryl, il ne comprenait pas comment elle pouvait dire que c'était bon marché. Valder a demandé à Koulouni de s'entraîner un peu avec cette épée et de lui faire savoir s'il avait besoin d'autres ajustements. Après cela, il a décidé d'exécuter l'ordre de son professeur. Reportant son regard sur le sensei, le forgeron lui demanda s'il acceptait l'épée du Soleil Gris Anormal. Il n'aurait pas à se soucier de l'argent puisque Surena avait déjà payé pour le travail. Pour être honnête, c'est la première fois que Valder crée une épée à partir d'un monstre nommé. Le forgeron avait déjà commencé à réfléchir à ce que serait sa fabrication, mais Beryl l'en empêcha, disant qu'il ne pouvait pas l'accepter. Saisissant le professeur par les épaules, Valder lui demanda pourquoi il disait cela. Après tout, c'est une belle offre, alors pourquoi refuse-t-il? Beryl explique alors que c'est Surena qui a tué ce monstre, et qu'il ne peut donc pas accepter cette récompense. Un tel entêtement de la part de son maître fait pleurer Walder. Le garçon commença à supplier Sensei de le laisser créer un sabre. Walder pensait souvent à son professeur. Le forgeron avait toujours été impressionné par ses compétences. Une fois, lorsque Walder est venu pour la première fois au dojo, un maître a coupé un mannequin d'entraînement en deux sous ses yeux. Le forgeron demanda à Sensei la permission de regarder son sabre. Il ne fait aucun doute que la lame a été bien entretenue. Mais elle n'en reste pas moins bon marché et de mauvaise qualité. Le soleil gris anormal était si fort qu'il fit fondre l'épée de Beryl avec ses flammes. Par conséquent, Valder a seulement demandé à l'enseignant d'imaginer que la capacité de ce monstre devienne la sienne. Grâce à cela, Beryl Gardenand pourrait devenir encore plus forte. Agenouillé devant son maître, Valder lui promet de lui forger une lame qui fera à l'avenir l'objet de légende. Et il souhaite seulement que Beryl Dono soit celui qui utilise l'arme. Après un discours aussi enflammé, Beryl n'a eu d'autre choix que d'accepter. S'agenouillant en face de son disciple, l'homme lui dit qu'il accepterait cette épée. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'utiliser correctement. C'est bien, Valder dit joyeusement en tendant la main au maître pour l'aider à se relever. Beryl saisit sa paume et la serre fortement. Soudain, le forgeron sentit une pression terrifiante venant de son professeur. Il avait l'impression de serrer la main du monstre le plus puissant du monde. Remarquant l'expression étrange du visage de l'étudiant, Beryl le ramène à la raison. Après avoir dit au revoir à son professeur, Valder promit que lorsqu'il viendrait chercher l'épée de Koulouni, l'arme du sensei serait également terminée. Livré à lui-même dans la forge, le garçon expira. Grâce à lui, son professeur peut devenir encore plus fort.
Pour ce faire, il doit créer une épée. Ce sera digne de ce Léviathan. Quelques jours plus tard, Beryl se rend à la résidence de l'Ordre des Chevaliers. C'est là qu'il a reçu son salaire mensuel. Comme l'homme s'y attendait, il y avait trop d'argent. Plus tôt, Arliusia avait indiqué au professeur la somme d'argent que les instructeurs recevaient habituellement. Malheureusement, comme son sensei a refusé d'accepter une telle somme, ils ont dû la réduire un peu. Malgré cela, il a reçu une somme d'argent assez importante, et Beryl a donc un peu peur de se promener dans la rue avec une telle enveloppe. Cependant, même ainsi, cette somme ne suffirait certainement pas à créer l'épée du soleil gris anomale. Beryl n'était pas comparable à quelqu'un comme Surena, qui pouvait facilement dépenser autant d'argent pour quelqu'un d'autre. Tournant dans une ruelle, Beryl décida qu'une rue moins fréquentée serait plus sûre pour lui. Au moins, il lui sera plus facile de suivre l'argent. Cela fait quelques minutes. Fouillant pour la 4e fois dans ses vêtements, Beryl s'assure à nouveau qu'il a toujours l'enveloppe sur lui. Il n'a jamais eu une telle somme d'argent auparavant, et il n'est donc pas possible qu'il s'installe. Absorbé dans ses pensées, l'homme heurta accidentellement un inconnu à la capuche basse. Il était sur le point de s'excuser, mais il a soudain remarqué quelque chose d'anormal. Saisissant le poignet de l'étranger, Beryl lui dit de prendre son temps. Dans la main de la personne, il a vu son enveloppe contenant de l'argent. Beryl comprend immédiatement qu'il a rencontré un pickpocket. Alors qu'il réfléchit, l'homme encapuchonné sort brusquement un couteau pliant. L'étranger pensait déjà avoir réussi à percer le foie de sa victime. Mais en regardant sa main, le pickpocket s'aperçoit qu'elle a disparu. En fait, Beryl n'a eu aucun mal à désarmer le criminel d'un geste habile. Jetez le couteau. Beryl sourit et dit que cet argent est très important pour lui et qu'il aimerait que le pickpocket le lui rende. Après ces mots, l'auteur a lâché l'enveloppe. Profitez de la distraction de l'homme. L'inconnu encapuchonné concentra de la magie de feu dans sa main. À l'aide d'un jet de flamme, le pickpocket obligea Beryl à lâcher son poignet. L'auteur s'est ensuite empressé de s'enfuir le plus rapidement possible. Beryl fut frappé par le fait que cet étranger savait utiliser la magie. Pourquoi une telle personne s'engagerait-elle dans la voie du volume? Eh bien, cela n'a plus d'importance maintenant. Remerciant la bonté, Beryl ramassa l'enveloppe sur le sol, et, le regardant avec soulagement, il la mit derrière son sillon. Au même moment, il aperçoit sur le sol une corde cassée à laquelle est attaché un pendentif. Après s'être éloigné à bonne distance de la scène, le pickpocket tente de reprendre son souffle. S'approchant de la porte d'une des maisons, il frappe. Un homme chauve et menaçant lui ouvre la porte. Lorsque l'inconnu encapuchonné est entré, ses camarades ont salué Mui et l'ont félicité pour son bon travail. S'approchant de la table, le pickpocket y dépose son quota du jour. Constatant qu'il n'y en a pas assez, l'homme au bandana soupçonne la jeune fille d'en avoir empoché une partie pour elle. Cependant, après avoir enlevé sa capuche, Muyue a dit qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Au lieu d'entretenir des soupçons inutiles, elle conseille à l'abruti de bien compter l'argent qu'elle a apporté. Remarquant que son protégé vêtu d'un bandana n'était manifestement pas content de l'insolence de la jeune fille, l'énorme homme aux dreadlocks s'est approché de lui et lui a demandé de ne pas se mettre en colère contre la gamine. Il s'avère que ce type est le patron de l'endroit. En regardant la jeune fille, l'homme corpulent a claqué des doigts. Au même moment, l'argent posé sur la table se met à flotter dans les airs. Après avoir soigneusement compté les billets et les pièces, le patron a constaté qu'il y en avait effectivement beaucoup moins ici. Quelque chose est-il arrivé à Mouilly en chemin? La jeune fille répond qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais admet qu'elle s'est un peu trompée. Le patron remarque qu'il ne s'attendait pas à cela de sa part. Plus important encore, il décida de demander à la jeune fille si elle avait utilisé la magie. Lorsque Mouilly a répondu par la négative, le patron lui a demandé de se souvenir que si quelqu'un la voyait utiliser la magie, elle serait immédiatement capturée et vendue comme esclave. Répondant qu'elle avait déjà entendu cela à maintes reprises, la jeune fille a demandé combien il lui restait à donner. En réponse, la patronne a expliqué qu'il lui restait 5 millions de darks à collecter et qu'il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais il pense qu'elle peut les récupérer très rapidement et qu'elle rentrera enfin à la maison. Au même moment, la jeune fille s'aperçoit qu'il a disparu. Alors qu'elle se fouille de la tête aux pieds, le patron lui demande ce qui ne va pas. Incapable de retenir ses larmes, Mui a crié qu'elle avait perdu son pendentif. En attendant, il tient la corde en lambeaux à laquelle est accroché le pendentif. Beryl la fixe d'un air pensif. Il a emporté cet objet avec lui. Le lendemain, à la fin de l'entraînement, Arliusia s'approcha de Sensei et le félicita pour son bon travail de la journée. En voyant l'élève, Beryl remarqua qu'elle n'était pas entrée dans la salle d'entraînement depuis un moment. La jeune fille s'enquiert à son tour de l'état de santé de Kuluni. Il s'est avéré qu'elle se portait mieux que jamais. Elle ne fait que s'habituer à l'épée à 2 mains pour l'instant, mais une fois qu'elle l'aura maniée, elle sera beaucoup plus forte. C'est alors qu'Arliusia a une idée brillante. Si elle changeait d'épée, son professeur lui apprendrait-il aussi quelque chose de nouveau? Cependant,
La jeune fille a écarté cette idée. Elle ne peut pas jeter l'épée que son maître lui a donnée. Pendant ce temps, Beryl demande à Embritz ce qu'il en pense. S'il a remarqué des défauts ou des bizarreries, l'enseignant lui a demandé de lui en faire part. Le fait est que Beryl avait l'impression que le garçon s'inquiétait pour Koulouni lorsqu'elle se sentait déprimée. Embritz a répondu qu'il ne faisait que l'observer. Une fois, il l'a vue déprimée après l'échec d'une mission. Et, bien sûr, il n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Car ce jour-là, la toujours joyeuse Koulouni était devenue si silencieuse. Tout le monde commença à s'inquiéter pour elle. Koulouni, voyant cela, s'est approché d'eux et leur a dit « Je suis désolé de vous avoir inquiété. » Mais Embritz voyait bien qu'elle avait beaucoup de mal. C'était comme si elle pensait que tout le monde disait qu'elle était inutile. En entendant cette histoire, Beryl s'est senti soulagé. Il était soulagé de voir que tant de gens se souciaient de Koulouni. Un jour, elle lui a dit qu'elle voulait devenir le genre de chevalier qui ferait sourire tout le monde. Et Arlusia a confirmé qu'elle en était capable. Après tout, rien qu'en côtoyant les chevaliers, ils ont toujours le sourire grâce à elle. Le commandant a demandé à Embritz de continuer à surveiller Koulouni. De plus, changer d'arme parce qu'on continue à perdre est une décision assez radicale. Je suis sûr qu'elle traverse une période très difficile. Lorsque Embritz est retourné à l'entraînement, Beryl a demandé à Arlusia de lui consacrer un peu de son temps. En lui montrant le pendentif, il lui a dit qu'il voulait le réparer. Regardant avec envie le bracelet récemment offert à Sensei par Fils, Arlusia se demanda s'il s'agissait d'un autre cadeau de quelqu'un. En disant que ce n'était pas le cas, Beryl a raconté qu'en fait, il lui était arrivé quelque chose. Pendant ce temps, la voleuse continue de chercher son pendentif perdu. En regardant autour de l'endroit où elle était tombée sur ce type d'âge moyen, Mui paniqua. Elle était sûre d'avoir laissé tomber le pendentif quelque part par ici. « Tu as fait tomber quelque chose ?» Une voix d'homme se fait entendre dans son dos. Se retournant, le voleur à la tire crie à l'étranger de déguerpir et de s'occuper de ses affaires ailleurs. C'est alors qu'elle aperçoit l'homme devant elle, l'homme que vous vouliez voler hier soir. Réalisant rapidement la raison de sa venue ici, la jeune fille s'éloigna brusquement tandis que Beryl lui criait d'attendre. Lorsque l'homme l'a rattrapée et lui a saisi le poignet, Mui s'est mise à crier qu'il était un pervers et un agresseur. Lui criant d'arrêter, Beryl lui demande d'au moins l'écouter pour commencer. Tout ce qu'il voulait, c'était lui rendre ce pendentif. Au même moment, les gardes de la ville s'approchent d'eux. Saisissant l'homme suspect par les bras, le garde lui ordonne de s'éloigner immédiatement de l'enfant. Alors qu'il l'entraîne, Beryl tente de leur expliquer qu'ils se sont trompés et qu'il voulait simplement lui donner son objet. En regardant cette image, Muyue réalisa que maintenant, elle pouvait s'enfuir tranquillement. Mais quelque chose l'en empêche. Qu'est-ce qui se passe ici ? Une voix de femme familière retentit soudain. Portant son attention sur les deux filles qui s'approchaient, Beryl reconnut l'une d'entre elles comme étant Ficelle. Fils elle-même ne s'attendait manifestement pas à voir son professeur en position de face. Lorsque les gardes ont appris qu'ils avaient capturé le chevalier instructeur, ils se sont immédiatement excusés. Tandis que Beryl, se grattant l'arrière de la tête, remerciait Ficelle, son amie, debout à côté d'elle, s'étonnait que le professeur de Fils ait l'air si ordinaire. Tournant la tête, Ficelle demanda au maître quel genre d'enfant c'était. C'est alors qu'il lui a dit qu'elle avait des pouvoirs magiques. Comté de Valtrin Sud, siège de la division magique. Regardant pensivement l'étranger, Lucy Diamond dit qu'elle comprend. La première chose qu'elle a demandé, c'est de donner un bon bain à Mui. Quelques minutes plus tard, Ficelle et son ami aspergeaient déjà la jeune fille d'eau chaude sans son consentement. Mui cria pour qu'on la laisse partir, mais elle n'avait aucune chance de se libérer elle-même car Lucy lui avait jeté un sort d'immobilisation. « Tu as froid ?» demanda chaleureusement Ficelle en tirant un autre baquet d'eau. Cette phrase a rappelé à Miuya sa sœur. Incapable de résister, la jeune fille sanglote. Ficelle, à son tour, ne réalisant pas ce qu'elle avait fait de mal, a demandé à son amie si elle avait dit quelque chose de blessant. Pendant ce temps, Lucy ne cessait de s'émerveiller de la bravoure de cette fille. Essayait-elle vraiment de voler une bourse à l'instructeur des chevaliers ? En marchant avec elle dans le couloir, Beryl s'est excusé de lui avoir fait porter tous ces problèmes. Lucy a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Elle est attirée par les gens qui ont un bon potentiel. Cependant, il lui semble que cette fille a elle-même beaucoup de problèmes. Arlusia a récemment dit à son professeur qu'un voleur qui utilise la magie est plutôt inhabituel. Après tout, lorsqu'un enfant doué de magie naît dans le royaume de Libéris, il est souvent introduit dans les classes supérieures avec sa famille. Par la suite, ils sont tenus en haute estime. Mais même ainsi, cette fille a probablement une raison pour laquelle elle a commencé à voler. Assise à la même table qu'elle, Lucy lui dit qu'elle peut tout manger. Elle lui a également dit de ne pas s'inquiéter que la nourriture soit empoisonnée. Le commandant de la division magique se présente par son nom et demande à la jeune fille comment elle s'appelle. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Mui Freya. Passant au sujet de la conversation, Lucy propose à la jeune fille de rester chez elle.
Elle pourrait entrer en toute sécurité dans une académie de magie, même si elle n'avait pas un sou en poche. Elle pourrait vivre de la bourse fournie par le gouvernement et, bien sûr, elle serait également donnée à sa famille. En entrant à l'académie, la jeune fille améliorera son pouvoir magique et pourra également aider d'autres personnes. Ainsi, elle n'aura plus jamais à voler. Soudain, au milieu de cette conversation, Mouyoué se met à tousser. Inquiète, Lucie s'est précipitée vers elle et lui a demandé ce qui n'allait pas. Le commandant a demandé à la jeune fille de se calmer et l'a laissé la regarder. Au même moment, Beryl comprit ce que Mui essayait d'accomplir. S'emparant d'un couteau de table, la jeune fille le place sous la gorge de Lucie et ordonne à tout le monde de ne pas bouger. Si l'un d'entre eux bougeait de son siège ou pensait à utiliser la magie, Mouyi lui trancherait la gorge immédiatement. Ce genre de traitement à l'égard de son commandant mettait Ficelle dans une colère noire. Elle s'apprête à dégainer son épée, mais Lucie réussit à l'arrêter d'un seul geste. Tout d'abord, Mouyi a demandé à l'otage si elle pouvait utiliser la magie. Recevant une réponse affirmative, la jeune fille a crié dans ce cas de la conduire à celui qui sait ressusciter les morts. Un tel souhait a plongé toutes les personnes présentes dans la stupeur. En la regardant, Lucie a décidé de clarifier ce qu'elle voulait dire. Mui a expliqué à son tour qu'elle voulait ramener sa sœur de l'autre côté du monde. Malheureusement pour elle, le commandant lui a dit qu'une telle magie n'existait pas. Elle se rend compte que c'est triste, mais elle ne peut pas le faire. Puis, serrant la gorge encore plus fort, Mouyoué lui cria de ne pas oser dire cela. Qu'est-ce qu'une enfant gâtée comme elle pouvait bien comprendre? Comme il ne dispose pas d'une telle personne, la jeune fille leur a ordonné de lui apporter tout l'argent qu'il possédait. Qui t'oblige à faire ça? Lucy Diamond marmonne froidement. Il suffit de l'écouter pour comprendre que quelqu'un lui a ordonné de le faire. Il existe une magie spéciale qui peut ramener une personne à la vie, mais cela nécessite beaucoup d'argent. Qui lui a dit ça? Elle est complètement idiote de croire une telle chose. Mui en colère, sans laisser son otage finir de parler, lui ordonne de se taire. Elle avait entendu dire que la division de la magie capturait des gens et les vendait comme esclaves. Pensait-il vraiment pouvoir la piéger en lui donnant simplement de la nourriture et un bain? Ils sont même bien pires que ceux qui ne peuvent rien faire. Il ne lui reste que 5 millions de darks à accumuler. Elle pourra bientôt revoir sa sœur. Pendant qu'elle criait cela, Lucie lui a attrapé le bras et s'est tranché la gorge. Saisissant un couteau de table, le commandant explique que tout. Ce que la jeune fille peut faire avec cet objet, c'est se gratter légèrement le cou. De plus, comme elle peut le voir grâce à Lucie, il existe une magie qui peut guérir les blessures corporelles. Pourtant, depuis des temps immémoriaux, de nombreux mages ont tenté de créer un sort capable de ressusciter les morts. Mais, bien sûr, personne n'a jamais réussi à le faire. Le commandant de la division de la magie, Lucy Diamond, peut assurer à quiconque qu'il n'y a pas de magie dans ce monde qu'elle ne connaisse pas. Il ne fait donc aucun doute que cette personne a menti de manière flagrante à Mouyoué pendant tout ce temps. « Lucie, est-il vrai que cette magie n'existe pas ?» murmura soudain Beryl à voix basse. Le commandant répond que c'est un fait. Pour Ficelle, c'était la première fois. Elle n'avait jamais vu un professeur aussi en colère. Beryl s'approche silencieusement de Mui, allongé sur le sol. Puis, en lui tendant le pendentif, il devine qu'il a dû appartenir à sa sœur. L'homme a souri tristement et a dit qu'il était désolé qu'il ait fallu tant de temps pour la lui rendre. Prenant l'objet dans ses mains en pleurant, Mui lui dit que sa sœur a toujours porté ce pendentif. Elle dit qu'il appartenait à leur mère. Mais un jour, cet homme est venu la voir et a tenu le pendentif dans sa main. Il a dit à Mui que sa sœur était morte. Beryl demande à la jeune fille où se trouve peut-être sa sœur, ce à quoi la jeune fille, fondant en larmes, s'écrie qu'elle ne sait pas. Dans ce cas, l'homme a proposé de la rechercher ensemble. Ce comportement a semblé suspect à la jeune fille. Elle lui demande ce qu'il veut en retour. Mais Beryl lui répond qu'il n'a besoin de rien. Il voulait simplement l'aider. Elle peut être tout ce qu'elle veut. Alors pourquoi devrait-elle se limiter à quoi que ce soit? Au même moment, posant ses mains sur la tête de Beryl, Lucie remarqua qu'il faisait à nouveau une grimace de peur. Le commandant demande alors où se trouve l'homme à qui elle a donné son argent. La fille, à son tour, a demandé avec incrédulité pourquoi elle voulait savoir. Il s'appelle Crépuscule. Il peut utiliser différentes sortes de magie, et il a ses propres protections. Il n'y a aucune chance qu'il puisse battre un homme comme lui. Malgré les avertissements de Mui, Lucie a promis que tout irait bien et qu'elles auraient juste une petite discussion avec lui. Et Beryl ira avec elle. En regardant ces magnifiques professeurs, Ficelle n'arrivait pas à croire que cela se passait sous ses yeux. Qui aurait cru que ces deux-là feraient équipe? Au même moment, l'un des hommes de main a demandé au patron pourquoi il avait piégé cette petite fille. Gromila a expliqué qu'il voulait juste s'amuser un peu. S'ils utilisaient correctement sa magie, ils pourraient gagner pas mal d'argent. D'ailleurs, elle ne lui désobéit jamais. Elle lui fait confiance. Au moins, elle le fera jusqu'à ce qu'elle ait récolté 5 millions de darks.
Et lorsque l'employé a demandé ce qui n'allait pas avec sa sœur, le patron s'est contenté de faire un signe de la main et de dire qu'il s'en fichait. Il a toujours été inutile. Il est donc plus facile de l'oublier. Leur conversation est interrompue par un coup soudain à la porte. « C'est toi, Mui ?» L'homme chauve et musclé précise avant d'ouvrir la porte.